Le monde est plongé dans le chaos. Un énorme volcan entre en éruption au cœur d'une ville, projetant lave et cendres dans le ciel tandis que des éclairs violets zèbrent l'atmosphère. Un hélicoptère solitaire survole la zone sinistrée, laissant entrevoir une fuite désespérée. La scène passe à une vue au niveau de la rue de la ville. Le ciel est brumeux, baigné d'une lueur orange provenant des incendies lointains. Un panneau routier indique diverses destinations, mais les rues sont étrangement vides, suggérant qu'une évacuation massive est en cours. Un bus public file sur l'autoroute, ses phares perçant la pénombre. C'est l'un des nombreux véhicules qui transportent précipitamment des gens hors de la zone sinistrée. À l'intérieur, le bus est bondé de personnes anxieuses et de leurs bagages. Ce sont tous des réfugiés fuyant la ville, leurs visages marqués par l'inquiétude. Un jeune homme se tient près de la porte, regardant silencieusement son téléphone, contraste saisissant avec la tension palpable autour de lui. Les passagers murmurent entre eux, se transmettant des nouvelles terrifiantes. Un homme raconte à sa compagne, Zhang Xiaoqian, le récent séisme sous-marin et l'éruption du mont Fuji qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Maintenant, leur propre ville est évacuée, et elle craint qu'ils ne soient partis sans provisions. La conversation s'intensifie lorsqu'un autre passager intervient avec des nouvelles encore plus alarmantes. Il révèle que d'importants entrepôts de la ville de Jianyang ont été complètement vidés. Un autre homme ajoute qu'un lac s'est asséché et qu'un autre entrepôt a été vidé, la valeur totale des fournitures perdues étant estimée à des centaines de milliards. Zhang Xiaoqian est stupéfaite par la nouvelle. Un passager corrige l'estimation précédente en s'exclamant que la perte ne se chiffre pas en centaines de milliards, mais en dizaines de trillions, soulignant l'ampleur de la catastrophe en cours. Au milieu de la panique grandissante, un jeune homme nommé Suchen, qui était resté silencieux, prend enfin la parole. D'un regard calme et posé, il leur dit que la perte des provisions et les catastrophes naturelles ne sont que le début. Il livre une prophétie glaçante, la fin du monde arrive. Sa déclaration suscite l'incrédulité. Zhang Xiaoqian demande s'il est sérieux, tandis que l'homme à côté d'elle ricane, disant qu'il attend en fait avec impatience l'apocalypse, croyant qu'elle serait un grand niveleur pour tous les êtres vivants. Une expression sombre et prophétique traverse le visage de Suchen. Tous les êtres vivants égaux? Il en sait trop. Des souvenirs brutaux de sa vie passée lui apprennent que même lors de l'apocalypse, il n'existe rien qui ressemble à l'égalité. L'histoire commence par une déclaration glaçante, laissant présager un passé traumatique. Notre protagoniste se tient devant une ville désolée et en ruine, un cratère gigantesque fumant au loin. Il sait des choses que les autres ne savent pas, car il a lui-même vécu les horreurs de l'apocalypse. Un souvenir horrifiant lui traverse l'esprit. Une créature monstrueuse, dotée d'une multitude de dents et d'un unique œil rouge terrifiant, capable d'engloutir des dizaines de personnes d'un seul coup. C'est un aperçu du monde brutal d'où il vient. La scène change, révélant que dans sa vie précédente, il n'était qu'un simple livreur. Il reste abasourdi, les souvenirs du futur se heurtant à son présent banal. Il se rappelle comment l'apocalypse s'est abattu sur le monde. Une libération anormale d'énergie solaire fit monter les températures et décaler la croûte terrestre, libérant de terrifiantes créatures venues des profondeurs. Le monde fut complètement transformé. Dans ce nouveau monde au nouvel ordre brutal, il dut se battre désespérément juste pour survivre. C'était un monde d'extrême pénurie. Un paquet de nouilles instantanées suffisait à déclencher une frénésie, des foules affamées se griffant les unes les autres pour en obtenir un morceau. La dignité humaine devint un luxe que peu pouvaient s'offrir. Les gens étaient prêts à tout échanger pour une bouchée de nourriture, comme une simple saucisse de jambon. Pour survivre, il fallait être prêt à tout abandonner, y compris sa morale et son amour-propre. Mais il reçut une seconde chance. Il renaît, renvoyé un mois avant le début de cet apocalypse infernal. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, la main d'une femme posée sur son bras le ramène à la réalité présente. Une femme se blottit contre lui, feignant la peur. Mais l'homme, l'esprit rempli des horreurs du futur et des souvenirs de trahison, reste totalement indifférent à son jeu. Il la repousse froidement, lui disant qu'il a des choses plus importantes à faire. Il n'a pas de temps à perdre en distractions sans signification, laissant la femme complètement abasourdie par son rejet. Il s'éloigne du bus et de la vie qu'il connaissait autrefois. Ses pas sont assurés, remplis d'un nouveau sens du but. C'est un homme en mission. Il se pose une question cruciale, celle qui définira sa nouvelle vie. Dans l'apocalypse, qu'est-ce qui compte le plus? La réponse lui paraît simple et évidente maintenant. En levant les yeux vers l'entrepôt du supermarché Monsieur Hippo, il sait que la clé de la survie, ce sont les provisions. Il regarde son ancien uniforme de livreur. La plaque nominative indique « Suchen ». Il se souvient du temps perdu à chercher vainement des provisions dans sa vie passée. Cette fois, il jure qu'il doit se préparer à l'avance. Il arrive sur son lieu de travail en s'excusant humblement auprès de son patron pour être quelques secondes en retard, tout en planifiant son prochain grand coup. À l'intérieur de l'entrepôt, Suchen sourit en coin. Dans sa dernière vie, le patron avait fui quand l'apocalypse est venu et son salaire avait été perdu. Il décide que ses provisions seront sa juste récompense. Avec une lueur dans les yeux, Suchen décide de tout prendre. Une étrange énergie bleue commence à crépiter autour de ses pieds alors qu'il se prépare à libérer un pouvoir caché. Suchen libère sa capacité, un pouvoir venu de sa nouvelle vie. À la commande espace déployé, une massive onde d'énergie irradie de lui, prête à absorber tout ce qui se trouve dans l'entrepôt. Une interface holographique apparaît, détectant toutes les marchandises autour de lui. Riz, huile de cuisson, viande,
et commence à les stocker automatiquement dans sa dimension personnelle. Le processus est incroyablement efficace. Rangées après rangées d'étagères remplies de fournitures se digitalisent et disparaissent au fur et à mesure qu'elles sont absorbées par son stockage spatial. L'entrepôt se vide à une vitesse stupéfiante. Des palettes de marchandises et des étagères entières sont consommées par l'énergie bleue tourbillonnante de son pouvoir. En levant les yeux vers les piles d'inventaire qui s'élèvent, l'ampleur de son vol est à couper le souffle. Il prend tout. Su-Shen se délecte de son pouvoir, expliquant la mécanique de sa capacité spatiale. En dépliant simplement son espace, il peut absorber tout ce qui l'entoure dans un immense cube de stockage qui obéit à sa volonté, lui donnant un contrôle absolu sur son butin. Cette capacité extraordinaire offre la commodité ultime pour des virées d'achat gratuites. Il se rappelle avoir utilisé ce même pouvoir dans sa vie antérieure pour vider des lacs d'eau douce entiers et piller des villes destinées à être détruites, montrant à quel point il peut être impitoyable pour assurer sa survie. Il sait que dans l'apocalypse à venir, même un simple paquet de nouilles instantanées sera un luxe, sans parler des aliments frais. Mais à l'intérieur de sa dimension spatiale, le temps est figé, ce qui signifie que toute nourriture qu'il y stocke restera fraîche pour toujours. Cette pensée lui arrache des larmes de soulagement. Submergé par l'émotion, il s'exclame qu'il n'aura enfin plus à manger de la terre pour survivre comme dans sa vie infernale passée. Après sa brève crise émotionnelle, Su-Shen se remet, se reprend et se compose pour poursuivre sa mission. Il consulte l'inventaire de son butin récent, des centaines de sacs de riz, des bouteilles d'huile de cuisson, des kilos de produits frais, des caisses d'eau, de nourriture et d'autres articles essentiels. Après avoir collecté autant de fournitures, Su-Shen peut enfin pousser un soupir de soulagement. C'est le fondement de sa survie, une sécurité qu'il n'a jamais eue dans sa vie antérieure. À cet instant, la porte de l'entrepôt s'ouvre en grand. C'est son patron, criant pour qu'on l'aide à sortir les marchandises, totalement ignorant de ce qui vient de se passer. Le responsable et deux autres livreurs entrent, leur visage figé par l'incrédulité. Le responsable se demande s'il n'est pas en train d'halluciner. Il regarde l'immense entrepôt, désormais complètement vide. Su-Shen se tient seul au milieu du sol, les attendant. Ses collègues, bredouillant de rage, exigent de savoir où sont passées toutes les marchandises de l'entrepôt. Su-Shen fait un geste calme, et d'un ton exaspérément détaché, il admet « Oh, j'ai tout pris ». Ses anciens collègues ne peuvent que le fixer, complètement abasourdi. Le responsable finit par craquer, hurlant « Espèce de salaud, comment as-tu fait ça? Attrapez-le pour moi ». Les deux autres ouvriers se jettent en avant. Mais Su-Shen est intouchable. Avec un sourire narquois, il dit « D'accord, je ne serai plus en retard ». Dans un flash de lumière, il se téléporte en arrière, esquivant facilement leur tentative maladroite de l'attraper. Il leur lance un joyeux « Au revoir », en disparaissant complètement, laissant son collègue tituber en avant, attrapant le vide. Le responsable transpire à grosses gouttes, criant « Où est-il » Ses subordonnés ne peuvent que balbutier, choqués que Su-Shen se soit tout simplement évaporé. Un flash de lumière apparaît à la fenêtre extérieure du bâtiment au moment où Su-Shen se téléporte à l'extérieur. Il émerge du portail dans une ruelle à côté de l'entrepôt, atterrissant souplement sur ses pieds. Son échappée est impeccable. Avec un sourire satisfait, Su-Shen révèle sa deuxième capacité, saut spatial, un pouvoir qui lui permet de se téléporter n'importe où dans un rayon de 3 mètres. Il réfléchit à l'utilité de cette compétence pendant l'apocalypse. Il pourra piller des bâtiments abandonnés pour des fournitures et s'échapper en toute sécurité, voire se sauver la vie face à des bêtes mutantes dans les moments critiques. Ainsi, avec ses pouvoirs, il est prêt à rompre avec sa vieille vie. Il arrache sa veste de livreur et la jette en l'air, déclarant triomphalement « Mission shopping à 0 coût accompli », tandis que ses anciens collègues ne peuvent que regarder, impuissants, depuis la porte de l'entrepôt. Alors qu'il célèbre sa victoire, son téléphone vibre dans sa poche. C'est un message officiel du gouvernement, minimisant les catastrophes en cours pour éviter la panique. Su-Shen ricane, se demandant si les autorités ont la moindre idée que la véritable fin approche. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, son téléphone commence à sonner, interrompant ce bref moment de paix. Au moment où le nom de l'appelant apparaît, l'expression de Su-Shen se transforme en masque de pure haine, ses yeux brûlant du souvenir d'une profonde trahison. C'est Zhang Xiaoqian. La femme du bus est l'une des deux personnes directement responsables de sa mort dans sa vie passée. La seule vue de son nom suffit à faire bouillonner la colère et la douleur de son ancienne vie. Su-Shen prend une profonde inspiration, se préparant mentalement avant de décrocher. Il répond, et tombe immédiatement sur la voix stridente de Zhang Xiaoqian. Elle le réprimande pour avoir essayé de vendre la maison et l'insulte, se demandant qui voudrait de lui après qu'il l'ait vendu. De son côté, elle applique du rouge à lèvres sans se presser, tandis qu'un autre homme se prélasse derrière elle. Elle tente de culpabiliser Su-Shen, remettant en question sa responsabilité et exigeant qu'il lui offre la maison pour qu'elle se sente en sécurité. Su-Shen reste totalement insensible à ses manipulations émotionnelles, lui demandant froidement s'il y a autre chose. Elle s'emporte, menaçant d'annuler leur mariage si elle n'obtient pas immédiatement le transfert de propriété. Il n'a pas de temps pour ces jeux. Il lui dit sèchement qu'il sera de retour à Chengdu et qu'ils pourront en discuter alors, avant de raccrocher brusquement. Après avoir raccroché, les souvenirs affluent. Il pense à Zhang Xiaoqian et aux 5 années qu'ils ont passées ensemble pendant l'apocalypse. Il avait cherché des provisions partout pour la nourrir, l'amenant même dans une zone sûre. Sans lui, elle serait morte de faim.
Mais sa bonté a été récompensée par la trahison ultime. La colère monte en lui alors qu'il se remémore ce qu'elle lui a fait. Un flashback horrifiant révèle la vérité de ses derniers instants. Su-shen ensanglanté et battu de sa vie passée est retenu par son soi-disant frère, Wang Gaoyu, qui le poignarde pour ne pas avoir apporté assez de provisions. Tandis que Su-shen se vide de son sang sur le sol, Wang Gaoyu se couche avec Zhang Xiaoqian, lâchement en disant que Su-shen est inutile désormais et que tous deux peuvent enfin être ensemble. Zhang Xiaoqian ne montre aucun remords. Elle dit à Wang Gaoyu de ne pas s'inquiéter, affirmant froidement que si Su-shen est mort, c'est simplement parce qu'il était incompétent. Elle se tourne alors vers Wang Gaoyu avec un sourire séduisant, lui disant que son incompétence dépendra de ses performances cette nuit-là. Sa trahison est totale. Le souvenir de son passé, mourant et seul, le hante. Il a été véritablement lésé dans sa vie antérieure, ayant confié son dos à des gens si méprisables. De retour au présent, la main de Su-shen se referme en poing. Le souvenir alimente sa détermination. Cette fois, il jure que Wang Gaoyu et Zhang Xiaoqian paieront pour leur trahison. Ses yeux s'illuminent d'une rage violette intense. Il jure qu'ils ne mourront pas facilement. La douleur qu'il a goûtée, il leur fera la subir 100, voire 1000 fois. Il serre le poing avec force, le serment de vengeance durcissant son cœur. S'étant repris, il ramène son attention au présent. Il a pillé l'entrepôt, mais il reste des choses qui ne s'achètent qu'avec de l'argent. Sa prochaine mission est d'obtenir des liquidités. Il appelle immédiatement un agent immobilier, le manager Liu. Il fait à l'agent une offre choquante. Il est prêt à vendre sa maison à moitié prix, mais il a une condition très importante. Sa voix est ferme et inébranlable. Il veut de l'argent liquide, et il le veut maintenant. Face à l'apocalypse imminente, les actifs liquides valent bien plus que la propriété. Un taxi arrive devant Dream Real Estate. Su-shen est là pour finaliser l'affaire, mais il s'apprête à marcher dans une embuscade. Ses traîtres, Zhang Xiaoqian et Wang Gaoyu, l'attendent. Au moment où il sort de la voiture, Zhang Xiaoqian le confronte, exigeant de savoir combien de temps il comptait la faire attendre. Derrière elle, Wang Gaoyu se tient menaçant, une batte de baseball à la main. Su-shen ignore complètement sa mise en scène pathétique, la repoussant froidement d'un simple ordre « Écarte-toi ». Wang Gaoyu, enragé par l'audace de Su-shen, avance en brandissant la batte. Il menace Su-shen, l'avertissant qu'il ne verra pas le soleil demain s'il ose vendre leur maison. Face à la menace pitoyable de Wang Gaoyu, Su-shen ne bronche même pas. Il lève simplement la main, les yeux froids et dépourvus d'émotion, prêt à montrer l'écart réel de puissance qui les sépare. Avant que Wang Gaoyu n'ait pu réagir, une force invisible se referme autour de sa gorge, étouffant l'air de ses poumons et le soulevant impuissant du sol. Il gratte son cou, ses efforts vains contre l'emprise télékinétique silencieuse de Su-shen. D'un coup de poignet, Su-shen projette Wang Gaoyu au sol avec une force d'éclatement d'os. Dominant son ancien ami, Su-shen déclare froidement qu'il peut disposer de sa propriété comme bon lui semble. Ce n'est plus l'homme qu'il connaissait, c'est un survivant impitoyable prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Dans ce qui ressemble à une confrontation violente, une femme aux cheveux rosés, Zhang Xiaoqian, pousse un cri de terreur, implorant de l'aide tandis que Su-shen la saisit. Sans un mot, Su-shen la repousse violemment. Zhang Xiaoqian tombe au sol, le regardant en état de choc et d'incrédulité totale. Su-shen tourne alors son attention vers un autre homme, Wang Gaoyu, le soulevant sans effort par la gorge. Immobilisé au sol, Wang Gaoyu lutte pour respirer, suppliant désespérément qu'il le lâche. Avec un sourire sinistre et des yeux brillants, Su-shen informe froidement Wang Gaoyu qu'il n'aura pas droit à une mort rapide. Il relâche ensuite sa prise, laissant tomber Wang Gaoyu au sol, toussant et haletant pour reprendre son souffle. Alors que Su-shen tourne le dos pour partir, Zhang Xiaoqian se précipite vers le Wang Gaoyu qui se remet, appelant son nom avec inquiétude. Furieuse, elle confronte Su-shen, exigeant qu'il s'agenouille et s'excuse, menaçant sinon de lui refuser le mariage. Su-shen se contente de tourner la tête, lançant au couple abasourdi un regard de pure exaspération. Les deux s'enfuient en criant des menaces vaines. Su-shen les regarde partir, les jugeant sans valeur. La scène change. Dans un bureau, quelqu'un offre respectueusement un verre d'eau à Monsieur Su. Un homme âgé et chauve, gestionnaire immobilier, propose joyeusement à Su-shen d'acheter sa maison. Le responsable se réjouit intérieurement, pensant que ce type stupide vend une maison valant plus d'1 million pour seulement 700 000. Il y voit un profit rapide et facile. Su-shen reste calme et accepte, à une condition, le paiement intégral, aujourd'hui. Le directeur, extatique, accepte immédiatement de signer le contrat et de transférer l'argent. Su-shen dit « Très bien », en pensant que lorsque l'apocalypse frappera, le directeur pourra choisir n'importe quelle maison, à condition d'être encore en vie pour y habiter. Une notification sur l'écran du téléphone confirme le transfert de 700 000 yuan sur son compte bancaire. Ayant vendu sa maison, Su-shen sort et réfléchit qu'alors que diverses catastrophes se déroulent au loin, la vie ici reste trompeusement ordonnée. Il passe près d'un poteau téléphonique et remarque une publicité pour des prêts rapides. Il s'arrête, envisageant la possibilité. Un prêt à taux élevé pourrait lui permettre de sécuriser encore plus de fonds pour ses préparatifs. Sans perdre de temps, il passe un appel pour demander s'il peut hypothéquer un certificat de propriété auprès de la société de prêt. L'histoire fait un panoramique sur l'immeuble d'appartements Hannay International. Chez Great Sea Loans Limited Company, quelqu'un torchant remarque que la maison de l'homme séduisant ne semble pas valoir grand-chose. À l'intérieur,
Su Shen demande calmement combien il peut emprunter. La personne en face de lui semble le reconnaître. L'homme en face du bureau est Wang Dae, le frère aîné de Wang Gaoyu. Su Shen se souvient de sa vie passée que cet homme a finalement été tué par des bêtes mutantes. Imperturbable, Su Shen écoute Wang Dae proposer un prêt maximal de 500 000, à condition que le certificat de propriété soit laissé en garantie. Mais Su Shen exige davantage, demandant 100 000 supplémentaires immédiatement. Il fait glisser le certificat sur la table en signe de confiance, promettant à Wang Dae qu'il réalisera un bénéfice et remboursera la somme entière en une semaine. Wang Dae ricane, pensant que Su Shen n'est qu'un joueur stupide qui vend les biens de ses parents pour un gain rapide. Cependant, il accepte que tant que le certificat de propriété est hypothéqué chez eux, tout est négociable. L'accord est conclu. Su Shen reçoit une autre notification bancaire pour un transfert de 600 000 yuan sur son compte. Ailleurs, Zhang Xiaoqian se plaint de Su Shen, prétendant reprendre sa propre maison. À côté d'elle, Wang Gaoyu bouillonne, jurant de faire payer Su Shen et menaçant de faire venir son grand frère pour le tuer. Soudain, Zhang Xiaoqian aperçoit une silhouette familière au loin. Elle appelle Wang Gaoyu, demandant si la personne qui s'éloigne est Su Shen. Wang Gaoyu confirme que c'est lui et se demande ce qu'il fait là. Curieux, il décide de le suivre pour voir ce qu'il prépare. Su Shen se dirige vers l'hôtel Green City. Il se souvient de sa vie passée que c'était l'un des rares bâtiments ayant résisté aux catastrophes apocalyptiques, en faisant une forteresse idéale. En marchant vers l'entrée, il pense à utiliser l'endroit comme base à long terme, remarquant que la suite présidentielle possède même sa propre piscine. En entrant dans le somptueux hall de l'hôtel, Su Shen observe que si de nombreux entrepôts ont été vidés, cet endroit ne manque pas d'ingrédients ni de repas chauds. Une femme bien habillée s'approche de lui et se présente comme Liu Xinrui, la directrice du restaurant de l'hôtel. Su Shen formule immédiatement une demande audacieuse. Il veut commander un banquet de 1000 tables. La directrice reste sans voix. Se reprenant vite, Liu Xinrui énumère avec enthousiasme leur menu haut de gamme, allant de 5 000 à 100 000 par table. Elle conclut intérieurement que ce jeune homme doit être un riche héritier caché. Su Shen choisit l'option à 10 000 par table, soit un total de 10 millions. Il propose de verser un acompte de 50 000 et de régler le solde d'une semaine après la livraison, se demandant intérieurement si le niveau de l'hôtel justifie ce prix. Liu Xinrui accepte volontiers l'acompte de 50 000. Elle calcule que les relations qu'elle peut nouer grâce à un client aussi fortuné valent plus que le coût des ingrédients, se rappelant que la finesse est essentielle en affaires. Alors qu'elle traite le paiement, elle demande comment elle doit s'adresser à lui. Il répond simplement « Su Shen ». Pour faire la conversation, elle demande s'il se marie. Su Shen confirme que c'est pour un mariage et lui demande aussi de l'aider à réserver la suite présidentielle. Les arrangements effectués, Su Shen sort de l'hôtel d'un pas assuré. Il sourit pour lui-même, heureux d'avoir sécurisé 10 millions de nourriture avec seulement un acompte de 50 000. Quant au paiement final, il ricane, sachant que dans le monde post-apocalyptique, même un bloc de glace pourrait valoir des milliards. En le regardant partir, Liu Xinrui soupire rêveusement, pensant que celui qui épouse un tel homme a vraiment de la chance d'obtenir la suite présidentielle pour sa lune de miel. À ce moment-là, Zhang Xiaoqian et Wang Gaoyu arrivent. Elle s'approche du responsable et demande des renseignements sur l'homme qui venait de partir, tandis que Liu Xinrui demande poliment qui ils sont. Faisant semblant, Zhang Xiaoqian affirme avec un air surpris. Il s'appelle Su Shen, mon petit ami. Le responsable lui apprend que son petit ami vient de commander un banquet de 1000 tables et a versé un acompte de 50 000. Elle juge intérieurement Zhang Xiaoqian, se demandant pourquoi les hommes riches tombent toujours pour des filles qui ne valent au mieux qu'un 7. Zhang Xiaoqian et Wang Gaoyu restent muets de stupeur. Ils ne peuvent pas croire que Su Shen puisse se permettre un banquet à 10 millions. Le responsable, amusé, suppose que les riches aiment souvent jouer la comédie, cachant leur vraie identité à leur partenaire jusqu'au jour du mariage pour s'assurer que celui-ci n'est pas là que pour l'argent. Cela donne une nouvelle idée à Zhang Xiaoqian. Elle se demande à voix haute si la disparition récente et la froideur de Su Shen ne font pas partie de ce test prénuptial. Wang Gaoyu, toujours sceptique, demande si ce lèche-botte de Su Shen est vraiment riche. Bien sûr, s'exclame le responsable en leur montrant le virement de 50 000 yuan sur son téléphone comme preuve. La vue laisse Zhang Xiaoqian et Wang Gaoyu complètement abasourdis. Dehors, Wang Gaoyu se demande qui Su Shen pourrait bien inviter à un banquet aussi énorme. Zhang Xiaoqian, maintenant souriante et confiante, croit que c'est sa façon de la présenter à son cercle riche. Wang Gaoyu demande nerveusement quelle doit être leur prochaine action. Saisissant son bras, Zhang Xiaoqian déclare qu'elle doit prendre l'initiative et créer une opportunité avec le lèche-bot, Su Shen. Elle s'abandonne à un rêve éveillé, s'imaginant sur un trône doré, couverte d'attention. Elle n'arrive pas à croire que ce fantasme puisse devenir réalité, grâce à Su Shen. Pendant ce temps, de retour dans sa chambre, Su Shen passe en revue ses finances. Il a vendu sa maison et contracté un gros prêt, mais après l'acompte pour le banquet, les 800 000 yuan restants ne semblent pas suffire pour ses grands projets. Un sourire malicieux se dessine sur son visage en regardant son téléphone. Il pense que ce serait un gâchis de ne pas profiter des prêts en ligne. Il se lance aussitôt dans une course aux demandes de prêts, téléchargeant plus de 80 applications différentes et prenant d'innombrables selfies de vérification pour des prêts allant de 30 à 30 000 yuan. Après ses efforts infatigables, une notification bancaire indique que son solde a gonflé à 977 000 yuan. Il pousse un soupir de soulagement. Il s'effondre triomphalement sur son lit,
célébrant le fait d'avoir obtenu presque 1 million de yuan en prêt. Cependant, son repos est de courte durée. Sachant qu'il n'y a pas de temps à perdre, il se relève d'un bond, prêt à poursuivre ses préparatifs. Il reste encore beaucoup de choses à acheter. Défilant sur son téléphone, il cherche des articles essentiels qui ne se trouvent pas facilement en supermarché, comme des foyers, des machines à glace et du charbon sans fumée, notant qu'ils peuvent heureusement être commandés en ligne pour une livraison rapide. Il sait ce qui arrive, une période de chaleur extrême suivie d'un gel dévastateur. Sa survie dépend d'avoir suffisamment de provisions pour supporter les deux. Il commence immédiatement à passer des appels. Il trouve un fournisseur de charbon sans fumée et, après confirmation du prix, commande 2000 tonnes, acceptant de verser un acompte de 500 000 yuan. Son appel suivant est pour une usine de glace. Il déclare son intention de commander des blocs de glace et convient de se rendre sur place pour un entretien en personne. Alors que Suchen quitte son immeuble, une femme aux cheveux courts et foncé le repère de derrière et appelle son nom. C'est Lina, une amie de Zhang Xiaoqian. Elle le salue gaiement, mais Suchen ricane intérieurement, se souvenant d'elle comme de l'ami hypocrite qui le calomniait tout en aidant son ex à s'approprier sa maison. Suchen réplique avec un sarcasme glacial, demandant à Lina si elle s'ennuyait de lui ou simplement de sa maison. Lina tente rapidement de calmer la situation, disant à Suchen que Zhang Xiaoqian le testait seulement auparavant et le réprimandant d'être si ignorant de la tristesse qu'il lui a causé. Jouant le jeu, Zhang Xiaoqian s'accroche au bras de Suchen, faisant preuve de timidité et d'excuse. Elle lui demande de l'accompagner pour une promenade, priant qu'il ne lui en veuille pas pour son comportement d'hier. Suchen lui arrache froidement le bras, lui disant qu'il est occupé et qu'elle peut aller se promener seule. Il se tourne et s'éloigne, la laissant saisir le vide. Les deux femmes restent stupéfaites par son rejet. Lina critique son comportement arrogant, tandis que Zhang Xiaoqian ne peut que regarder Suchen monter dans un taxi. Une femme nommée Lina se penche dans une voiture, pressant sa compagne de se dépêcher et de suivre un homme, affirmant que c'est leur ultime épreuve. Depuis l'intérieur de la voiture, le protagoniste, Suchen, arrive à l'usine de glace Rongua, où le patron de l'usine, Monsieur Wu, l'attend déjà. Monsieur Wu accueille Suchen, surpris de voir qu'il est si jeune. Sans perdre de temps, Suchen va droit au but, demandant combien de temps il faudrait pour produire 2000 tonnes de glace comestible. Monsieur Wu se vante fièrement de l'efficacité de son usine, affirmant qu'ils peuvent produire les 2000 tonnes de glace en seulement 3 jours pour un coût total de 800 000 yuan. Suchen accepte les conditions sans hésiter et effectue immédiatement un acompte de 100 000 yuan, demandant à Monsieur Wu de livrer la glace dans 3 jours. Monsieur Wu est fou de joie devant cet accord rapide et facile. Ayant reçu le paiement, un curieux Monsieur Wu demande à Suchen pourquoi il a besoin d'une quantité aussi massive de glace, se demandant si c'est pour un événement à grande échelle. Suchen ment nonchalamment, affirmant qu'il prévoit de tout donner à Alachan pour des œuvres de bienfaisance. Monsieur Wu reste complètement abasourdi par cette réponse inattendue. Tandis que Suchen s'éloigne en voiture, Monsieur Wu le regarde avec étonnement, impressionné que ce jeune homme vienne de conclure une affaire de 800 000 yuan sur le champ sans hésiter. À ce moment-là, une autre voiture arrive. Monsieur Wu est perplexe, se demandant qui d'autre pourrait venir pour affaire sans rendez-vous. C'est l'ex-fiancé de Suchen, Zhang Xiaoqian, accompagné de son amie Lina. Zhang Xiaoqian s'approche de Monsieur Wu, prétend que Suchen est son fiancé et demande de quoi il parlait. Confus par cette affirmation de « fiancé », Monsieur Wu répond que Suchen venait de passer une commande de glace d'une valeur de 800 000 yuan. Zhang Xiaoqian et Lina restent muettes, stupéfaites. 800 000 yuan pour de la glace? Elle conclut aussitôt que Suchen doit être un héritier ultra riche de seconde génération. Lina, encore incrédule, presse Monsieur Wu de questions, demandant si Suchen a mentionné ce qu'il comptait faire de tant de glace. Monsieur Wu se contente de répéter l'histoire incroyable que Suchen lui a racontée. Il a donné tout à Alachan pour des œuvres caritatives. L'explication absurde laisse Zhang Xiaoqian et Lina complètement perplexes et irrités. Pendant ce temps, ayant sécurisé une autre ressource cruciale, Suchen se détend dans sa villa. Son monologue intérieur révèle son plan. Tous les objets ont été achetés, il est temps de profiter de la paix avant l'apocalypse. Il s'offre un repas dans un restaurant chic, repensant à sa vie passée. Il se souvient avoir été si occupé par le travail que même aller dans un petit café était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. Il parcourt le menu, remarquant les plats onéreux. C'est un restaurant haut de gamme où la dépense moyenne atteint 4 chiffres, un monde à des années-lumière de sa vie antérieure. En feuilletant, il tombe sur un étrange item au menu, un point d'interrogation, affiché au prix de 17 000 yuan. La serveuse explique qu'il s'agit d'un plat spécial conçu personnellement par le chef du Yalin Music Restaurant, dont les détails dépendent de l'inspiration du chef. Intrigué, Suchen décide de le commander. Ses pensées retombent sur sa vie passée, se souvenant qu'au début de l'apocalypse, une force étrange avait provoqué la mutation de nombreuses créatures. Il se rappelle avoir lu de telles choses dans un ancien livre appelé le Chant Haijing. Il se remémore vivement un serpent monstrueux apparu lors d'inondations dans sa vie antérieure, une créature identique à celle décrite dans le Chant Haijing. Il en conclut que, plutôt que de parler de mutation, il préfère y voir de l'atavisme, la réapparition de traits ancestraux. Juste à ce moment, une femme aux cheveux roses frappe en passe en portant un plat. La femme aux cheveux roses vifs s'approche gracieusement de sa table. Elle se présente comme Duanya, la chef du restaurant, et présente le plat spécial, expliquant qu'il a été spécialement conçu pour lui selon son tempérament. Mais lorsque Suchen relève les yeux vers elle, un frisson lui parcourt l'échine. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité et de choc.
Il la reconnaît de sa vie passée, et une seule question terrifiante résonne dans son esprit. Est-ce elle? Les yeux de Su-Shen s'ouvrent en grande reconnaissance. Sa mémoire replonge dans les horreurs de l'Apocalypse. Cette femme n'est autre que la chef de l'enfer, Duanya. Dans sa vie précédente, Duanya était une figure terrifiante. Elle possédait un don culinaire magique capable de transformer des matières en décomposition en plats succulents auxquels personne ne pouvait résister. Cependant, ces mets utilisaient la source de mutations provenant de bêtes monstrueuses, et les consommer menait à une mort certaine et agonisante. De retour au présent, Duanya remarque l'expression tendue de Su-Shen et le taquine, lui demandant s'il craint qu'elle empoisonne la nourriture. Elle présente le plat comme « Vibiface », un steak aux 2 saveurs contrastées, thon poêlé au beurre noisette et frit en pâte feuilletée. Su-Shen prend une bouchée et doit admettre que le goût est incroyable, digne du prix élevé. Mais son esprit reste prudent. Il songe que, s'il aimerait qu'elle cuisine pour lui pendant l'Apocalypse, il n'oublie pas que cette femme peut être mortelle. La scène se déplace à l'extérieur du restaurant, où Zhang Xiaoqian et Lina attendent. Lina se plaint des moustiques et supplie Zhang Xiaoqian de ne pas l'oublier une fois marié dans l'opulence. Zhang Xiaoqian déclare avec assurance son avenir d'épouse riche. Plus tard, Su-Shen poursuit sa tournée d'indulgence pré-apocalyptique et arrive au Arias Kambar, connu comme le club le plus exclusif et le plus cher de la ville de Chengdu. Il sourit en pensant à la réputation du bar. C'est un endroit où même un fils de riche ayant dépensé 2 millions de yuan n'a pas pu obtenir le service de niveau supérieur. Il s'assoit, réfléchissant qu'une fois l'apocalypse commencée, de tels lieux d'extravagance cesseront d'exister. Il regrettait de ne pas avoir visité un tel endroit dans sa vie passée, et il est là pour y remédier. Alors qu'il s'installe, 3 femmes s'approchent de sa table. L'une d'elles demande au beau Su-Shen pourquoi il ne boit pas et propose un toast. Une autre accepte avec empressement de boire avec elle. Su-Shen reste calme et posé, sirotant discrètement son verre tandis que les femmes bavardent autour de lui. L'une des femmes explique que son amie, Yunyan, est là pour la première fois. Elles l'ont sorti pour s'amuser après que son petit ami l'ait trompé. Yunyan, visiblement bouleversée, se défoule en parlant de son ex pourri qui a trompé avec une femme plus âgée. Elle demande à Su-Shen ce qu'il en est des désirs masculins, auquel il répond cryptiquement que les désirs reproductifs sont gravés dans la nature d'un véritable homme. Elle descend ensuite d'un trait tout le vert, que Su-Shen reconnaît comme du spiritueux pur, le surprenant. Enivrée et audacieuse, Yunyan se penche et demande à Su-Shen s'il est célibataire. Avant qu'il n'ait le temps de répondre correctement, elle s'assoit sur ses genoux, se rapprochant intimement et lui demandant s'il est consentant. Au même instant, Zhang Xiaoqian et Lina entrent dans le bar. En voyant Yunyan faire un geste, elle l'encourage, pensant qu'elle tourne courageusement la page. Mais elles aperçoivent clairement l'homme avec qui Yunyan est. Zhang Xiaoqian se fiche de colère, exigeant de savoir ce que Su-Shen fait, tandis que Lina suppose immédiatement qu'il la trompe. Saisissant l'occasion de provoquer son ex, Su-Shen dit calmement à Yunyan « Viens, sortons ». Yunyan, emporté par le moment, est impressionné par son air viril. Il la prend par la main et l'éloigne du canapé, en direction des escaliers. Furieuse, Zhang Xiaoqian et Lina se précipitent derrière eux en criant à Su-Shen d'arrêter. Su-Shen ignore leurs appels et conduit Yunyan dans un couloir jusqu'à une salle privée. Il referme la porte derrière eux, étouffant les hurlements de son ex-fiancé. Une fois à l'intérieur, il plaque la surprise Yunyan contre la porte. Il s'excuse, expliquant qu'il l'utilisait simplement pour se débarrasser des 2 femmes qui le suivaient. Yunyan, rougissante et confuse, avoue timidement que c'est la première fois qu'elle fait quelque chose d'aussi audacieux. En voyant son innocence, l'expression de Su-Shen s'adoucit légèrement, une lueur de réflexion dans les yeux. Mais au lieu d'en profiter, il lui donne un petit coup sur le front. Il dit à la jeune ivre de se réveiller, dissipant la tension par un geste simple et non menaçant. Il donne ensuite à la gênée Yunyan un conseil sérieux. Ne pas sortir pendant quelques jours et veiller à faire des provisions de nourriture à la maison. C'est un avertissement énigmatique, un petit acte de bonté pour la jeune innocente. En ouvrant la porte pour partir, il ajoute que les personnes éprises comme elle ne devraient pas venir dans des endroits comme celui-ci. Il commence à dire « à l'avenir », puis s'interrompt avec une pensée sombre. Il n'y a pas d'avenir. Su-Shen referme la porte derrière lui, se disant que c'est dommage de laisser passer une occasion si rare. Toutefois, ses priorités sont claires. Il a des choses plus importantes à régler qu'une aventure d'un soir. Il se retourne pour partir, et tombe sur Zhang Xiaoqian et Lina qui frappent frénétiquement aux portes du couloir en criant son nom. Su-Shen pousse un soupir d'exaspération. Avec ces 2-là dans les parages, ses chances d'une nuit paisible sont complètement ruinées. La scène s'ouvre sur un grand entrepôt, animé d'une activité frénétique. Su-Shen dirige des déménageurs qui déchargent d'énormes camions. Un ouvrier demande où placer 20 grands poêles, tandis qu'un autre, penché hors d'un camion, craint que la glace livrée ne fonde puisque l'entrepôt n'est pas réfrigéré. Impassible, Su-Shen leur ordonne de déplacer les poêles et les machines à glace vers l'arrière et de maintenir l'entrée dégagée. Pendant ce temps, un autre camion arrive, annonçant une livraison de charbon. Une foule de curieux s'est amassée à proximité, jasant devant l'étrange spectacle. Un homme dans la foule désigne l'entrepôt et dit à sa compagne, une femme aux longs cheveux roses nommée Xiaoqian, que Su-Shen a loué le vaste entrepôt et y installe beaucoup de grosses machines. Xiaoqian regarde, perplexe, se demandant que Su-Shen prepare. Soudain, une autre femme, Lina, pointe du doigt une zone différente avec une expression choquée. Elle dit à Xiaoqian de regarder.
Elle reconnaît une installation complète de banquettes arrivant depuis le prestigieux Green City Hotel, avec des chefs en uniforme. L'excitation de Lynn a grandi en voyant le personnel de l'hôtel dérouler un tapis rouge et disposer des tables élégantes. Elle suppose avec enthousiasme à Xiao Qian. Penses-tu qu'il pourrait soudain te demander en mariage et que des invités arriveraient de tous côtés? Xiao Qian prend une pose confiante et satisfaite. Elle ricane, disant à Lina que même si Suchen la demandait en mariage, elle pourrait refuser. Jouant la hard to get, elle demande à Lina de l'accompagner pour qu'elle voie à quel point il est sincère. Xiao Qian s'approche de Suchen, qui enlève sa veste après avoir supervisé le travail. Elle exige de savoir ce qui se passe avec toutes ces choses qu'il achète. Suchen la regarde avec une expression calme, presque détachée. Il demande simplement « Tu peux m'aider à déplacer des choses ? Je te dirai après qu'on aura fini. » Le visage de Xiao Qian se tord de colère et d'incrédulité. « Déplacer des choses ?» ricane-t-elle. « Ne plaisante pas. Je vais devenir une femme riche. Comment pourrais-je faire un travail aussi pénible ?» Voyant l'hésitation de son amie, Lina intervient rapidement et chuchote une idée. Elle suggère à Xiao Qian que cela doit être un test de la part de Suchen pour voir si elle mérite de devenir une femme riche. Sun expression change osotat. Convaincu par la théorie de Lina, Xiao Qian force un sourire joyeux et s'approche d'une pile de cartons. « Très bien, » déclare-t-elle, « je ne suis pas une femme si délicate. » Cependant, la réalité du travail la rattrape vite. Elle peine à soulever une seule lourde boîte, le visage violet d'effort. Elle serre les dents, se répétant que pour devenir une femme riche, elle doit être accomplie. Elle croit que tant qu'elle tiendra ce test, Suchen l'épousera aujourd'hui. Voyant les efforts de Xiao Qian, Lina intervient aussi, proposant d'aider frère Suchen. Dans sa tête, elle a cependant son propre plan. En montrant un peu d'effort, même si elle ne devient pas une femme riche, elle pourra au moins goûter à la richesse. Un gros plan sur Suchen révèle un sourire rusé. Son monologue intérieur confirme ses véritables intentions, on ne va pas gâcher cette main-d'œuvre gratuite. Il calcule que déplacer des milliers de tables de nourriture, des milliers de tonnes de glace et toutes les autres fournitures prendrait beaucoup de temps même pour une équipe professionnelle. Alors que le soleil se couche en baignant l'entrepôt d'une lueur chaude, un cri triomphant retentit. On a enfin fini de déménager. Le travail acharné a laissé des traces. Xiao Qian est courbée, épuisée et en sueur, le corps endolori. Elle se plaint que Suchen en demande trop, les faisant travailler du matin au soir sans même un repas. Elle réaffirme son objectif. Si je dois devenir une femme riche, je ferai en sorte que tout son argent soit moi. Lina est en pire état, effondrée sur le sol sale, le visage meurtri et fatigué. Ce salaud nous a vraiment fait déplacer des trucs si lourds, se plaint-elle. Ces blocs de glace pèsent plus de 100 livres chacun. Malgré leur épuisement, elle s'accroche encore à l'espoir d'une demande en mariage. Xiao Qian, en sueur et agacé, demande « Le test est fini. Suchen ne devrait-il pas annoncer que je suis la mariée maintenant? Les invités riches devraient arriver. » Lina acquiesce, ajoutant que la nourriture refroidit et que les riches sont vraiment bizarres. Mais Suchen ne fait pas attention à elle. Au lieu de cela, il se tourne vers les vrais livreurs et les remercie pour leur travail, leur offrant un petit témoignage de gratitude. Les livreurs sont choqués en sentant l'épaisseur des enveloppes rouges, réalisant qu'il doit y avoir au moins 10 000 à l'intérieur. Ravis par cette générosité inattendue, les livreurs éclatent en acclamations, s'inclinant et criant d'une seule voix « Merci, patron !» Après avoir payé les livreurs, Suchen reporte enfin son attention sur Xiao Qian, qui attendait nerveusement près d'une porte. Elle lui demande s'il a quelque chose d'autre à lui dire, attendant pleinement la tant attendue proposition. Suchen lui tourne le dos, l'expression froide et distante. « Ah oui !» dit-il d'un ton dismissif. « Merci d'avoir aidé, mais il n'y a pas de rémunération. Tu peux partir. » Xiao Qian reste sans voix, le visage figé par le choc. Refusant de croire ce qu'elle vient d'entendre, Xiao Qian se précipite derrière lui. « Tu ne plaisantes pas. Tu dois avoir une surprise. Des invités doivent arriver. Épousons-nous et vivons bien, » supplie-t-elle désespérément. Suchen s'arrête et la regarde avec une expression faussement compatissante. « Vivre bien? Ah, si seulement. Mais maintenant, non seulement j'ai vendu la maison, j'ai aussi un tas de dettes. Serais-tu quand même prête à être avec moi ?» Lina est la première à craquer, le visage déformé par l'indignation. « Impossible !» crie-t-elle en pointant du doigt avec accusation. « Tu as dépensé plus de 10 millions pour ce banquet, des dizaines de milliers au restaurant, et toutes ces fournitures. Comment peux-tu être fauché ?» Suchen se contente de sourire en coin, s'appuyant nonchalamment contre une palette de fournitures. « Ah, c'est de ça dont vous parlez ?» dit-il d'un air détaché. « J'aidais juste un grand patron qui voulait faire une bonne action. C'est pour le projet de lutte contre la pauvreté d'Alachan. » Il lance ce mensonge absurde d'un visage parfaitement impassible, laissant les mots flotter dans le silence stupéfait. Le visage de Xiao Qian s'assombrit, ses yeux emplis de fureur à mesure que la réalité des paroles de Suchen se ferait un chemin. « Tu veux dire que… » commence-t-elle, la voix tremblante de colère. Sa colère refoulée explose. « Espèce d'ordure !» hurle-t-elle en se précipitant vers Suchen, les mains tendues comme des griffes. « Tu m'as menti tout ce temps. » D'un mouvement calme et sans effort, Suchen esquive son attaque. « À quoi t'ai-je menti ?» demande-t-il froidement tandis qu'elle trébuche à côté de lui et perd complètement l'équilibre. Xiao Qian s'effondre au sol en un amas indigne.
Couchée par terre, elle se retourne et lui crie, le visage tordu en un rictus furieux. Est-ce Suchan? Espèce de canaille. Tu ne es pas un héritier riche. Oublie de m'épouser. Suchen la regarde d'un air de mépris total. Qui se soucie d'une profiteuse comme toi? Rétorque-t-il froidement. Son insulte fait mouche. Xiao Qian reste sans voix, les yeux écarquillés par la stupeur et la colère, les dents serrées dans un rictus de purène. Lina aide Xiao Qian à se relever. Tremblante de colère, Xiao Qian pointe un doigt accusateur vers Suchen et jure « Salaud! Attends Théoï, je te ferai regretter ça. » Lina se joint à elle en criant « Tu es foutu !» Tu es completament foutu. Alors que les deux femmes s'en vont en trombe, Suchen les regarde partir avec un air de pitié. « Idiote !» pense-t-il, debout à l'entrée de son entrepôt désormais plein. À l'apocalypse, ce sera vous qui regretterez. Une fois les parasites partis, Suchen fait glisser les lourdes portes de l'entrepôt et les sécurise avec une grosse barre de métal. Ses préparatifs sont désormais privés. Debout devant sa montagne de provisions amassées, Suchen inspire profondément. Enfin, dit-il avec satisfaction, toutes les fournitures et ressources sont prêtes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'apocalypse descende. Suchen lève la main, et un vortex tourbillonnant d'énergie cosmique bleue l'enveloppe. Il canalise son pouvoir unique en déclarant « Stockage infini ». Ouvre. Dehors, des séries de bruits résonnent dans le ciel du crépuscule tandis que toutes les provisions à l'intérieur sont instantanément absorbées dans l'espace de stockage de Suchen, laissant à nouveau le vaste bâtiment complètement vide. La scène change, transitionnant vers la vue du haut et lumineux Green City Hotel contre le ciel étoilé, la prochaine étape des plans de Suchen. À l'intérieur de l'hôtel, Xiao Qian s'accroche désormais à un nouvel homme, Wang Gaoyu. Avec eux se tient un grand homme imposant en bretelles, qui gesticule avec emphase. « Qian, tonne-t-il, à l'avenir, suis Xiaoyu, et je te promets une belle vie. » À Chandu, mes mots ont encore du poids. Wang Gaoyu passe son bras autour de la rougissante Xiao Qian. « Qianea. Suchen t'a traité comme ça, tu aurais dû le larguer depuis longtemps et être avec moi. » dit-il, ajoutant avec un sourire en coin, « Eh bien, j'attends ta performance avec impatience. » Il la rapproche, promettant vengeance. « Qian, ne t'inquiète pas. Plus tard, laisse mon grand frère s'occuper de ce type et te venger aussi. » Xiao Qian, bien que toujours irrité, se dit que Wang Gaoyu n'est pas si mal, surtout que son grand frère est riche. C'est bien mieux que d'être avec un lèche-bot comme Suchen. Alors que le groupe traverse l'hôtel, Xiao Qian se fiche soudain, les yeux écarquillés de choc. Là, assis calmement à une table en train de manger un steak, se trouve Suchen. « SS Suchen, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutie-t-elle, tandis qu'il remarque d'un air détaché que cette femme n'est vraiment pas difficile. Wang Gaoyu perd immédiatement son sang-froid, pointant un doigt accusateur vers Suchen. « Grand frère !» hurle-t-il. « C'était ce gars tout à l'heure. Il m'a mis la main dessus. » Le grand homme, le frère aîné de Wang Gaoyu, se tourne vers Suchen, qui continue à manger sans se laisser troubler. Un sourire sinistre étire le visage du frère lorsqu'il le reconnaît. « C'est toi, petit con !» grogne-t-il. Flanqué de sa bande de voyous, le frère s'approche de la table de Suchen, une cigarette pendant aux lèvres. « J'avais l'intention de te retrouver. Je ne pensais pas que tu oserais toucher à mon petit frère. T'as du culot !» dit-il menaçant. Wang Gaoyu, confus, demande si son frère connaît Suchen. Le frère aîné explique le lien à un Wang Gaoyu stupéfait. « Ce type a hypothéqué sa maison chez moi avant, emprunté 600 000. Demain, c'est le jour du remboursement. » Un rictus méchant étire le visage de Wang Gaoyu en réalisant l'opportunité. « Je vois. On dirait qu'on peut régler les anciens et nouveaux comptes ensemble. » Regardant depuis le bord, Xiao Qian et Li n'a souri avec délectation. « Il a même osé emprunter de l'argent à frère Ai, » dit Xiao Qian avec mépris. « J'ai bien peur qu'il ne puisse jamais rembourser cela de son vivant. Heureusement que je ne me suis pas lié à lui. » Lina ajoute, « Emprunté comme ça, il ne connaît vraiment pas sa place. » Suchen finit sa bouchée, s'essuie délicatement la bouche avec une serviette et laisse échapper un soupir las. « Super. On ne peut même pas apprécier un bon repas, » dit-il, ignorant complètement les voyous qui l'entourent. Frère Ai se penche sur la table, soufflant de la fumée et utilisant la dette comme levier. « Gamin, tu dois rembourser d'ici demain coûte que coûte, et te voilà en train de t'amuser. Ai-je l'air d'une plaisanterie pour toi ?» Mais Suchen le coupe froidement en pleine menace. « N'essaie pas. Même si tu pouvais rassembler 600 000 ce soir. » Sa défiance cryptique flotte dans l'air, stupéfiant momentanément les voyous. Furieux de l'arrogance inexplicable de Suchen, Wang Gaoyu hurle, « Il n'aura rien du tout. Grand frère, ne perds pas ton temps avec lui. Finis-le. » Incités à l'action, les voyous se jettent en avant, et la confrontation tendue dégénère, sur le point d'éclater en une bagarre générale au milieu du restaurant de l'hôtel. Juste au moment où les voyous s'apprêtent à bondir, une femme en uniforme du personnel de l'hôtel accourt, tentant de désamorcer la situation. « Messieurs, que se passe-t-il ici ? Parlons-en, » dit-elle avec un sourire nerveux. Frère Ai n'est pas d'humeur à discuter. Il désigne Suchen du pouce et gronde au directeur. « En parler ? Très bien, vous faites genouiller ce type et lui faites présenter des excuses à moi et à mon frère, et alors nous pourrons considérer l'affaire réglée. » Le directeur se tourne vers Suchen, l'air inquiet, lui demandant ce qui se passe.
Su-Shen, toujours assis calmement à sa table, répond simplement « Ce n'est rien, juste quelques nuisibles ». L'insulte met Frère Ai hors de lui. Il frappe la table d'un coup de poing retentissant, le visage tordu par la rage pure. « Gamin, je t'ai fait des faveurs. Aujourd'hui, tu es fini. » Même si les cieux intervenaient, il ne pourrait rien pour toi. Rugit-il. Mais avant qu'il n'agisse, une voix autoritaire tranche la tension depuis l'entrée. « Que faites-vous, vous ?» Un nouveau groupe arrive, mené par un grand homme imposant, barbu, vêtu d'un costume raide. Le chef du nouveau groupe se tient les mains dans les poches, dégageant une aura de pure menace. « Qui vous a permis de semer le trouble ici ?» demande-t-il d'une voix basse et dangereuse. Frère Ai se fige, une goutte de sueur roulant sur son visage en reconnaissant le nouvel arrivant. Su-Shen, cependant, reste parfaitement calme, les yeux fixés sur l'homme. Son monologue intérieur confirme l'identité de l'homme, Gao Qiang. L'attitude agressive de Frère Ai disparaît instantanément, remplacée par une soumission obséquieuse. « Ah, frère Qiang, que faites-vous ici ?» dit-il en s'inclinant légèrement. Gao Qiang n'est pas amusé. « J'ai des affaires importantes aujourd'hui. Ne causez pas d'ennui ici, sinon ne venez pas vous plaindre que je ne fasse pas preuve de clémence. » prévient-il. Sachant qu'il est complètement dépassé, Frère Ai recule immédiatement. Il sait que Gao Qiang est une figure puissante et bien connectée du milieu, et se mettre à dos ce type serait catastrophique. « Oui, oui, frère Qiang, vous y allez. Je viendrai trinquer avec vous plus tard. » dit-il en essayant de sauver la face. Alors que Gao Qiang passe, la scène bascule vers les connaissances de Su-Shen issues de sa vie antérieure. Il voit des visions d'un monde post-apocalyptique où Gao Qiang, transformé et puissant, est connu sous le nom de broyeur de crâne, une force majeure de la ville. À ses côtés se tient une femme aux yeux rouges étincelants, la chef des enfers, qui était sous son commandement. Le monologue intérieur de Su-Shen se poursuit, révélant sa stratégie. Il se souvient que le Green City Hotel a été le premier endroit à connaître des mutations atavistiques, des réminiscences génétiques conférant des pouvoirs incroyables. Il comprend que c'est la source de la future puissance de Gao Qiang et esquisse un sourire en coin. Il semble donc que la capacité de Gao Qiang à devenir un broyeur de crâne provienne de l'apparition précoce d'atavisme ici. Dans ce cas, désolé, pense-t-il. Gao Qiang marque une pause, sentant le regard intense de Su-Shen sur lui. Il se retourne légèrement, un « interrogatif sur les lèvres, ayant la sensation que quelque chose cloche chez le jeune homme. La caméra se resserre sur les yeux de Su-Shen, qui brille maintenant d'une faible lueur violette menaçante. Il a pris sa décision. Il volera pour lui-même la source du pouvoir de Gao Qiang. Ta chance, pense-t-il avec une détermination sombre, est à moi désormais. Gao Qiang jette une dernière coup d'œil curieux à Su-Shen, notant son regard intéressant, avant de l'écarter et de poursuivre son chemin, totalement inconscient que son destin vient d'être pris pour cible. La scène transitionne en suivant Gao Qiang. On ne voit que la démarche élégante d'une femme en escarpin noir entrant dans une salle privée luxueuse. À l'intérieur, Gao Qiang présente la femme, aux cheveux roses vifs, à un homme vu seulement de dos. « Monsieur Sun, dit Gao Qiang avec assurance, j'ai amené mademoiselle Duanya comme vous l'avez demandé. » Pendant qu'il parle, Monsieur Sun commence à verser un verre de vin rouge, l'atmosphère chargée de mauvaises intentions. La scène s'ouvre sur une femme aux cheveux roses, Duanya. Elle est assise, le visage sérieux, se demandant ce que ce certain Monsieur Sun veut lui dire. Une voix d'homme intervient, sa main tenant un verre de vin rouge. Il complimente la renommée beauté de mademoiselle Duan, exprimant son plaisir de la rencontrer enfin. L'orateur se révèle être Sun de Biao, un homme louche aux moustaches. Il lève son verre, l'invitant à boire avec un sourire lubrique sur le visage. En poussant le verre vers elle, les yeux de Duanya s'écarquillent sous le choc. Elle remarque quelque chose d'étrange dans le vin, comprenant ses mauvaises intentions. Le vin dans le verre tremble, reflétant le tumulte intérieur et l'hésitation de Duanya alors qu'on la pousse à boire cette boisson suspecte. Pendant ce temps, dans un appartement situé en hauteur surplombant la ville, le protagoniste, Su-Shen, se remémore sa vie passée. Il se souvient comment il a à peine survécu à l'apocalypse de chaleur extrême en se cachant dans un sous-sol avec Zhang Xiaoqian. En sirotant son vin, Su-Shen réfléchit à l'ironie du présent. Dans cette nouvelle vie, il a essayé de se débarrasser de Zhang Xiaoqian, et pourtant elle l'a suivi de façon inattendue jusque dans cette ville. Un sourire en coin se dessine sur les lèvres de Su-Shen. Il voit là une occasion en or de régler enfin ses comptes avec la femme qu'il a trahie dans sa vie antérieure. Ailleurs, près de la piscine de l'hôtel, deux hommes discutent. L'un d'eux, Wang Gaoyu, se plaint qu'il fait plus chaud la nuit que le jour. Son ami acquiesce et suggère d'aller à la piscine pour se rafraîchir et regarder les filles en maillot. Les deux hommes partagent un rire lubrique, excités à l'idée de voir des femmes en maillot à la piscine. Non loin, Zhang Xiaoqian et son ami Xiaoqian arrivent en tenue de bain. Xiao qui en remarque combien la lune est exceptionnellement brillante, presque comme le soleil. Soudain, Wang Gaoyu saisit la main de Zhang Xiaoqian, la pointant vers le ciel avec excitation et demandant si elle l'a vue. Il fixe la grande lune brillante et fait une déclaration grandiose et mièvre, comparant son amour pour elle à l'éclat de la lune. Tenant fermement ses mains, Wang Gaoyu proclame la lune comme le témoin de leur amour. Zhang Xiaoqian, cependant, semble mal à l'aise et se plaint de la chaleur intense, voulant vite aller dans la piscine. Observant toute la scène depuis sa fenêtre, Su-Shen ricane intérieurement.
pensant que leur prétendu amour est sur le point d'exploser. Su Shen lève son verre de vin vers la lune au visage menaçant. D'un calme glacial, il accueille le retour de l'apocalypse. Comme sur commande, la lune commence à luire d'une couleur rouge sang intense, grondant tandis qu'un événement catastrophique se met en marche. L'effrayante énergie rouge de la lune inonde les personnes au bord de la piscine. Leurs yeux deviennent d'un blanc mortel tandis que leur corps commence à se transformer sous cette lumière apocalyptique. Le chaos éclate. Les personnes autour de la piscine crient de douleur alors que la lune brûle leur peau. Elles fuient en panique, cherchant à échapper à la chaleur insupportable. À l'intérieur, un groupe d'hommes jouant aux cartes est indifférent au chaos. L'un d'eux remarque la soudaine lumière vive à l'extérieur, se demandant si Wang Gaoyu et les autres vont bien, tandis que son ami balaie cela d'un revers de main en disant qu'il ne faisait que draguer des filles. Soudain, les portes vitrées éclatent alors que Wang Gaoyu et les autres, la peau roussie et rouge, font irruption dans la salle dans une tentative désespérée d'échapper à la chaleur. Les joueurs de cartes reculent, choqués et horrifiés, confus et terrifiés par l'intrusion soudaine et l'état effroyable de leurs amis. Les victimes en flammes hurlent de douleur, suppliant qu'on les aide et réclamant de l'eau, tandis que la chaleur intense les consume. Dans son délire, les yeux de Wang Gaoyu tombent sur un aquarium dans un coin de la pièce. Un cri primal et désespéré s'échappe de lui tandis qu'il hurle « De l'eau !» Il y a de l'eau. Y voyant leur unique salut, poussés par l'instinct de survivre au feu qui leur rongeait la peau, tout le groupe se précipite sans réfléchir vers l'aquarium. Ils le percutent, renversant toute la structure et provoquant une vague d'eau précieuse qui se répand sur le sol. Les rescapés baignés de clair de lune en feu se battent frénétiquement pour l'eau répandue de l'aquarium. Alors que Wang Gaoyu s'abreuve, il rit comme un fou, persuadé qu'ils reviennent tous à la vie, tandis que Zhang Xiaoqian et Xiaoqian s'efforcent désespérément d'en obtenir pour elles-mêmes. En regardant le chaos, les hommes de Gaoqiang sont complètement désorientés. Ils cherchent des yeux leur chef, demandant où est passé le frère Ai. Wang Gaoyu, le visage figé par la panique, hurle aussi, cherchant frénétiquement son frère disparu. À ce moment-là, le frère Ai apparaît dans l'encadrement de la porte, le corps couvert de brûlures horribles et se dégageant de la vapeur. Il supplie faiblement qu'on l'aide puis maudit Wang Gaoyu avant de s'effondrer, tandis que ses hommes poussent des cris de terreur. Pendant ce temps, la scène revient dans l'autre pièce, où le chaos n'a pas encore éclaté complètement. Sun de Biao se tourne vers Duanya avec un air satisfait, lui demandant pourquoi elle ne boit pas le vin qu'il lui a offert. Gao Qiang tente d'intervenir en faveur de Duanya. Il dit poliment à Monsieur Sun qu'un banquet a été préparé, espérant le distraire. Sun de Biao le remballe avec colère, se vantant qu'aucun habitant de la ville de Chengdu n'oserait refuser un verre de sa part. Il réplique à Gao Qiang de s'occuper de ses affaires. Duanya regarde tour à tour Gao Qiang puis Sun de Biao, une froide prise de conscience l'envahissant. Elle maudit intérieurement Gao Qiang de l'avoir piégé dans sa tentative de se mettre à bien avec le puissant Sun de Biao. Ses pensées s'emballent tandis qu'elle évalue sa situation désespérée. Elle sait que Sun de Biao est un prédateur qui se croit invincible, et aujourd'hui, elle est devenue sa proie. Fixant le verre de vin, Duanya est certaine qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle sait qu'elle ne peut absolument pas le boire, mais se sent piégée et se demande comment s'en sortir. Soudain, une lumière rouge apocalyptique jaillit à travers les fenêtres, baignant la pièce d'une lueur étrange. La lumière intense aveugle Sun de Biao et Gao Qiang qui s'écrient, choqués. La panique éclate alors que la chaleur s'intensifie. Les gens poussent des cris de douleur et d'incompréhension, quelqu'un ordonne de fermer immédiatement les rideaux pour bloquer la lumière brûlante. Gao Qiang, en sueur et alarmé, dit à Monsieur Sun que quelque chose ne va vraiment pas. Sun de Biao, tout aussi inquiet, propose de descendre pour aller voir ce qui se passe. Duanya sent soudain son corps devenir faible et mou. Qu'il s'agisse de la peur ou des effets du vin drogué, elle se retrouve paralysée au milieu de la crise qui s'aggrave. Dans le hall de l'hôtel, un employé tente d'apaiser la foule paniquée, mais les clients fortunés refusent d'écouter, criant qu'ils ont des millions en jeu et ne peuvent pas attendre les secours. Gao Qiang confère avec son subordonné, le vieux Mao, qui fait le point. L'éclaircissement soudain de la lune a fait monter la température à 70 degrés Celsius, et les bulletins annoncent près d'une centaine de blessés. Ignorant la panique, Sun de Biao sort son téléphone et appelle un certain ministre Zhao, exigeant qu'on vienne le chercher à l'hôtel. Il écoute la réponse, de plus en plus frustré. Après avoir accroché, Sun de Biao informe Gao Qiang que le ministre est occupé à vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'électricité et n'a personne à envoyer pour eux, admettant que la situation est délicate. Dans la chambre où l'aquarium est brisé, le frère Ai gémit de douleur à cause de ses brûlures graves. Ses amis réalisent qu'il doit être hospitalisé, mais se demandent comment il pourrait sortir par cette chaleur extrême. Malgré ses blessures, le frère Ai prend les choses en main, serre les dents face à la douleur et annonce qu'il fera venir leur associé, Xiao Dao, pour les récupérer. Dans le parking souterrain, Xiao Dao répond à l'appel. Il dit au frère Ai qu'il est dans le garage et qu'il arrive, notant qu'il fait effectivement un peu chaud. Xiao Dao remonte la rampe avec sa camionnette, disant à ses amis au téléphone de l'attendre car il vient les chercher. En débouchant sur la rue, Xiao Dao est aveuglé par la lumière intense. Il regarde, incrédule, se demandant pourquoi il fait jour et ressentant la chaleur anormale. Avant qu'il ait pu comprendre ce qui se passait, la chaleur extrême irradiant de l'asphalte fait éclater violemment un pneu de sa camionnette. Dans une réaction en chaîne, les 4 pneus de la camionnette explosent sous l'intense chaleur, immobilisant le véhicule sur la route et laissant Xiao Dao coincé au milieu de l'apocalypse en cours. Xiao Dao trébuche hors de sa camionnette,
regardant les pneus souffler avec incrédulité. Il ne comprend pas comment la seule chaleur a pu provoquer cela, et s'exclame sur le temps fou tandis que l'asphalte commence à fumer autour de ses pieds. Paniqué, Xiao Dao fait demi-tour en courant. Il crie au téléphone vers le frère, haït que les 4 pneus ont éclaté et qu'il ne peut pas passer, l'obligeant à revenir. Alors que les semelles de ses chaussures commencent à fondre sur le bitume brûlant, il lance un dernier message désespéré au téléphone, disant au groupe qu'ils doivent se débrouiller seuls avant que la ligne ne tombe en brouillage. Les semelles de ses chaussures complètement fondues, Xiao Dao perd l'équilibre et trébuche, son téléphone lui échappant des mains alors qu'il tombe vers la route en feu. Il s'écrase sur l'asphalte, son corps commençant immédiatement à cuire sur la surface surchauffée. Il reste là, abasourdi et incapable de bouger. La réalité horrifiante de l'apocalypse est montrée en gros plan macabre sur le visage d'une victime, la peau cloquée et les yeux devenus d'un blanc fantomatique sous l'effet de la chaleur intense. Avec sa dernière once de force, Xiao Dao frappe sa main contre la route en train de fondre, lâchant une dernière malédiction tandis qu'il succombe à la chaleur atroce. Son visage se tord de douleur, tandis que la chaleur fait fondre sa peau. Non loin, son téléphone gît au sol, l'appel vers le frère haï toujours actif, diffusant ses derniers instants horrifiants. De retour dans la chambre d'hôtel, le groupe, dont la terrifiée Zhang Xiaoqian, écoute les cris de Xiao Dao en haut-parleur. Ils poussent tous des hurlements de terreur en l'entendant mourir, réalisant que leur dernier espoir de sauvetage est disparu. Le frère haï laisse tomber le téléphone sous le choc. Les sons d'agonie et le grésillement résonnent depuis l'appareil avant qu'il ne tombe silencieux, marquant la fin de Xiao Dao. Le téléphone est abandonné sur le sol, son écran encore allumé affichant le nom du contact, Broder Haï. C'est un sinistre monument à leur sauvetage raté et à leur situation désespérée. La scène coupe ensuite sur un lieu de paix et de confort absolu. Une unité de climatisation est montrée, son affichage indiquant qu'elle est réglée sur 16 degrés Celsius, maintenant une température ambiante agréable de 25,5 degrés. C'est le sanctuaire de Suchen. Une vaste suite luxueuse, dotée de sa propre piscine intérieure immaculée, contraste saisissant et glaçant avec l'enfer brûlant à l'extérieur des murs. Au cœur de ce havre de luxe, Suchen est vu blotti dans un grand lit confortable, complètement isolé des cris et des souffrances du monde. Tandis que le monde extérieur brûle dès que des gens meurent en agonisant, Suchen, l'homme qui savait que cela arriverait, dort profondément et paisiblement, sans aucun souci. Dans un aperçu du prochain épisode, une foule désespérée de rescapés supplie une figure invisible. Il l'appelle « camarade » et commence à demander quelque chose. Le plan final révèle que la figure est Suchen. Ses yeux brillent d'une froide lueur violette tandis qu'il pointe une arme directement vers le spectateur, interrompant les supplications par une réplique glaçante. « Non, vous ne voulez pas ». L'apocalypse commence par une vague de chaleur terrifiante. Alors que la Lune libère une soudaine rafale de chaleur intense, les températures extérieures montent à 75 degrés brûlants, le sol atteignant 100 degrés. Un homme gît sur le trottoir incandescent, victime des conditions extrêmes, son corps succombant à la chaleur. Une alerte d'urgence annonce que l'événement a déjà fait près d'une centaine de victimes, exhortant tout le monde à rester à l'intérieur pour éviter de graves brûlures cutanées et respiratoires. En arrière-plan, le centre électrique de la ville se tient vulnérable face à la chaleur miroitante. Le réseau électrique de la ville, incapable de faire face à la chaleur et à la demande sans précédent, commence à faiblir. Des courants électriques déferlent de manière incontrôlable à travers les transformateurs du centre. Une immense explosion déchire la centrale électrique, scellant le sort de la ville. Le réseau s'effondre, plongeant toutes et tous dans le chaos. Ailleurs, dans une chambre d'hôtel, un homme tente de passer un appel, mais la ligne est coupée. L'écran affiche le nom Xiao Dao, mais le numéro est injoignable. Un homme large et brutal, Gao Qiang, regarde son téléphone et conclut avec gravité que Xiao Dao est parti. Son subordonné l'informe que toutes les autres chambres de l'hôtel sont réservées, et que celle-ci est la dernière disponible, ce qui signifie qu'ils devront partager. La chambre d'hôtel exiguë est remplie d'un groupe de rescapés. Une femme aux cheveux roses, Lin Yuqi, se plaint bruyamment, se demandant comment on peut attendre d'elle qu'elle partage une chambre avec un homme. Une autre femme approuve, insistant sur le fait qu'elle a besoin de son propre espace. Soudain, la lumière du plafond vacille puis s'éteint, plongeant la pièce dans l'obscurité. Gao Qiang, en sueur et furieux, explose de colère. Merde. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Un des hommes de Gao Qiang explique que la climatisation s'est arrêtée et que la température intérieure augmente rapidement. Il prévient son chef qu'à plus de 40 degrés, ils s'étoufferont s'ils restent dans la pièce. Gao Qiang acquiesce sombrement qu'ils doivent trouver une solution. Une lueur de ruse apparaît dans les yeux de Lin Yuqi. Elle se souvient que son ex, Suchen, possède la suite présidentielle et propose au groupe d'y aller s'emparer, puisqu'elle a une piscine. Pendant ce temps, Suchen flotte tranquillement dans sa piscine privée. Il se rappelle, de sa vie antérieure, que l'électricité de la ville comportait des dangers cachés en raison d'un mauvais entretien. Il savait que, quelle que fût la main-d'œuvre investie, le réseau électrique de la ville était condamné à exploser. Il profite de l'eau fraîche, parfaitement préparée pour la catastrophe qui se déroule dehors. À la suite de l'explosion, tous les usagers raccordés au courant de la ville ont été affectés. Suchen s'essuie calmement la main avec une serviette, totalement indifférent. C'est pourquoi il avait spécifiquement choisi une chambre avec une piscine. Il sort de l'eau, l'image même du calme et du contrôle dans un monde qui sombre dans le chaos. Mais ses préparatifs ne s'arrêtent pas là.
Il s'était aussi procuré plusieurs grands climatiseurs verticaux et d'importantes batteries de secours pour garantir que la température de sa chambre reste parfaitement maîtrisée. Pour parfaire le tout, il décide d'ajouter aussi de la glace, amenant d'immenses blocs cristallins dans la pièce pour un refroidissement supplémentaire. Il se rassoit sur son canapé moelleux, savourant un verre de vin dans la pièce parfaitement climatisée. Ah, bien mieux, soupire-t-il, un contraste saisissant avec les souffrances à l'extérieur. La température maîtrisée, il reprend une gorgée de vin et se dit « j'ai faim ». D'un simple toast, il convoque un festin depuis son espace de stockage infini. Un éventail de mets délicieux se matérialise devant lui. Crabes, raviolis, gâteaux et plus encore. Il regarde le bol de riz devant lui et pense « Au premier jour de l'apocalypse, prenons juste un petit déjeuner simple ». En posant un morceau de viande juteuse sur son riz, il se demande nonchalamment quand l'opportunité de Gao Qiang se manifestera, laissant entendre qu'un plan est déjà en cours. Comme prévu, un bruit sourd résonne à la porte. Une voix en colère crie « Suchen, ouvre la porte. Je sais que tu es dedans ». La porte s'entrouvre, et une vague d'air glacial visible, épaisse de condensation, se déverse dans le couloir suffocant, arrêtant la foule en colère nette. Gao Qiang, prêt à enfoncer la porte, est stupéfait par ce froid soudain. Il bafouille, incrédule, il fait si frais ici. Puis réalise, qu'est-ce que c'est la clim? Suchen se tient calmement dans l'encadrement, encadré par l'air froid qui s'écoule de sa chambre. Il regarde la foule en sueur, et d'un ton glacial d'indifférence, demande « Vous voulez quelque chose ?» Un des hommes de Gao Qiang jette un coup d'œil dans la chambre, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il crie à son chef « De la glace !»« Frangin, il y a de la glace !» Cette chambre a non seulement une piscine, mais aussi de l'électricité et de la nourriture. La révélation plonge la foule dans la frénésie. L'un Yuki et d'autres reprochent à Suchen d'être égoïste d'apprécier un tel luxe alors qu'ils vont griller dehors. Ils exigent qu'il quitte la chambre, leur désespoir tournant à la revendication agressive. Gao Qiang, couvert de cloques de chaleur, s'avance pour intimider Suchen. Il invente un mensonge, affirmant que Suchen lui a emprunté de l'argent et doit céder la chambre en règlement d'intérêt. Gao Qiang menace de le jeter dehors et fait un pas décisif en avant, franchissant le seuil de la chambre de Suchen. Au moment où le pied de Gao Qiang entre, Suchen agit. Avec une efficacité impitoyable, il lève un pistolet et tire une seule balle directement dans la jambe de Gao Qiang qui avançait. Gao Qiang regarde vers le bas, silencieux et stupéfait, le visage figé par le choc tandis que le sang commence à tacher ses vêtements. Le canon encore fumant, Suchen lance un avertissement froid et final. Fais un pas de plus, et tu es mort. La foule est paralysée par la terreur. Leur mentalité de meute agressive se dissipe instantanément, remplacée par la réalisation choquante que Suchen a une arme et n'hésite pas à s'en servir. Gao Qiang, en sueur de chaud et de douleur intense, serre les dents et cède. Suchen. Tu as même réussi à te procurer un pistolet. Bon, tas curiosa. J'abandonne. L'un Yuki et l'homme à côté d'elle regardent, la bouche bée, complètement horrifiés par l'acte soudain et brutal de Suchen. Suchen baisse le Colt M1911 à un encore fumant, symbole clair et indéniable de son pouvoir et de sa préparation dans ce nouveau monde. La douleur le rattrape enfin, et Gao Qiang s'effondre au sol en hurlant de douleur, se tenant la jambe brisée tandis que ses compagnons regardent, effrayés. Suchen regarde de haut l'homme qui se tord et ses adeptes terrifiés avec un mépris total. Degages. Pourquoi perdez-vous votre temps? Vous voulez mourir? Les yeux brillants d'une lueur menaçante, Suchen commence à compter, leur offrant une dernière chance de fuir. Maintenant je compte jusqu'à 3, et vous fermez là et disparaissez de ma vue. 1, 2. Pendant ce temps, dans le hall de l'hôtel, une autre crise se déroule. Un groupe de voyous fortement tatoués, mené par Sun de Biao, confronte le directeur de l'hôtel, furieux qu'il n'y ait pas de nourriture. Le directeur terrifié explique que, il y a quelques jours, quelqu'un a réservé 1000 tables pour un banquet, épuisant complètement leurs ingrédients. La livraison de réapprovisionnement prévue pour aujourd'hui n'est jamais arrivée à cause du chaos. Sun de Biao, peu impressionné par l'excuse, se verse une bouteille d'eau précieuse sur la tête pour se rafraîchir et ordonne au directeur d'apporter toute la nourriture et l'eau restante jusqu'à lui. Le hall sombre dans le chaos, tandis que la foule désespérée s'affronte. Certains accusent d'autres de thésauriser, criant que les provisions doivent être partagées, tandis que d'autres cherchent à imposer leur domination, menaçant quiconque les défie. Soudain, un des hommes de Gao Qiang trébuche dans le hall, criant à l'aide et affirmant hystériquement que Suchen tue des gens à l'étage. L'équipage de Sun de Biao observe Gao Qiang se faire aider. Un des voyous remarque qu'il s'agit d'une blessure par balle, une lésion rare, suggérant qu'une figure puissante loge à l'étage. Ils examinent le blessé Gao Qiang. Sentant une nouvelle opportunité d'obtenir ce qu'elle veut, l'un Yuki se précipite vers la foule dans le hall, criant que la chambre de Suchen a de l'électricité, la climatisation et même une piscine. La foule désespérée se montre sceptique, doutant de la véracité de ses dires. Mais l'un Yuki insiste passionnément qu'elle a tout vu de ses propres yeux. Elle enjolive son récit, ajoutant des détails d'iceberg, de poulets frits et d'alcool, peignant un tableau de paradis qui alimente leur envie et leur rage. « C'est comme le paradis !» s'exclame-t-elle. Ces paroles portent leurs fruits. La foule, exaspérée que Suchen profite du confort pendant qu'il souffre, décide d'assiéger sa chambre. Sun de Biao observe la meute et ordonne froidement à ses hommes de monter régler la situation, sûr qu'ils pourront s'approprier les ressources.
La nouvelle vague de personnes, menée par les hommes de Sun de Biao, arrive devant la porte de Suchen. Ils sont immédiatement saisis par la vague d'air froid bienfaisante. Un homme tente une approche civile. « Jeune homme, nous sommes venus discuter de quelque chose avec vous. » La foule pousse en avant, mêlant désespoir et admiration. Il tente de faire appel à sa morale, lui rappelant de respecter ses aînés et d'être serviable. Un enfant, cependant, fixe autre chose et demande « du poulet frit ». En effet, à l'intérieur de la chambre se trouve un panier rempli de poulet frit doré, de frites et d'oignons frits. Un luxe inimaginable dans leur enfer actuel. Submergé par la faim, l'enfant perd tout contrôle et hurle d'un désir primitif. « Maman, du poulet frit. Je veux du poulet frit. » Avant que quiconque ne réagisse, le garçon se précipite en avant, essayant d'entrer dans la chambre pour atteindre la nourriture. Dans un acte de brutalité choquant, Suchen assène un coup de pied rapide dans la poitrine de l'enfant. L'enfant est projeté en arrière dans les airs, ses parents criant son nom avec horreur et incrédulité. Suchen reste immobile, le visage froid et l'aura menaçante. « Contrôlez vos gamins », avertit-il la foule. « Sinon, je n'ai aucun scrupule à vous aider à les maîtriser. » Son acte sans pitié transforme le désespoir de la foule en pure fureur. « Mais ce n'est qu'un enfant », hurle quelqu'un. Un autre pointe du doigt en l'accusant de meurtre. Le sentiment de la foule est unanime. Quelqu'un d'aussi cruel ne mérite pas de rester dans une chambre si luxueuse. Les cris pour le chasser s'amplifient. Réalisant qu'il est seul, un homme galvanise les autres. Il est seul, tout le monde, chargé. N13. La meute entière se rue en avant, prête à le submerger par le nombre. Mais Suchen est plus rapide. Dès que le premier homme l'atteint, Suchen assène un coup puissant. Le visage de l'homme marque la stupeur, tandis que la force de l'impact le traverse. L'homme est projeté en arrière comme heurté par un camion, son corps mou et inconscient avant même de toucher le sol. Ses deux compagnons regardent leurs camarades tomber dans un silence abasourdi, assommés d'un seul coup. Ils sont figés par la peur, réalisant qu'ils ont complètement sous-estimé leur adversaire. Suchen relève de nouveau son arme, les yeux brillants d'une lueur violette. Il délivre son ultime et glaçant ultimatum. « Je suis peut-être seul, mais vous n'avez qu'une vie. » La menace, soutenue par la compétence et la puissance de feu, brise enfin la volonté de la foule. Pendant ce temps, les conséquences du refus d'abri deviennent terriblement claires. Ailleurs dans l'hôtel, l'un des voyous qui était avec Gao Qiang crie le nom de son grand frère. Un autre des hommes de Gao Qiang est mort. Le groupe déplore avoir laissé leur frère, haï, dehors. Sous la chaleur extrême, ses blessures non soignées ont déjà commencé à pourrir, et sans médicaments, son sort était scellé. L'un des hommes, le visage tordu par la rage et le chagrin, hurle le nom de Suchen, le tenant entièrement responsable de la mort de son ami. Le désespoir s'est transformé en soif de vengeance. Comprenant que la force est inutile, Lin Yuqi et Zhang Xiaoqian changent de tactique. S'adressant à la caméra de sécurité de Suchen, Lin Yuqi tente de jouer sur leur passé, lui demandant s'il a oublié combien elle l'aimait. Les deux femmes se pressent sensuellement l'une contre l'autre. Lin Yuqi offre son corps et celui de son ami pour la nuit, promettant de faire tout ce qu'il voudra s'il les laisse entrer pour se rafraîchir. À leur surprise, Suchen apparaît à la porte, un sourire rusé aux lèvres. « L'amour fraternel, ça va loin », dit-il avec une sincérité moqueuse. « Alors entrez. » Son invitation flotte, pleine de sarcasme et de menaces cachées. Dans le hall chaotique de l'hôtel, deux femmes, Lin Yuqi et Lina, regardent Suchen avec un soulagement et une adoration pure. Convaincue qu'il est leur sauveur, elles s'exclament qu'elles savaient qu'il ne les abandonnerait pas, le qualifiant de bonne personne. Leur moment d'espoir éclate lorsque qu'un homme agressif du groupe de Gao Qiang les bouscule, le visage déformé par la rage. Il hurle à tout le monde de s'écarter, déclarant son intention de tuer Suchen. Suchen reste parfaitement calme. Il lève la main, l'expression froide et détachée, faisant une proclamation glaçante à la foule désespérée. Avant que le voyou ne réalise l'avertissement, Suchen bondit, brandissant une massue improvisée avec une force brutale, ajoutant le mot final et mortel à sa phrase « Mourra ». L'impact est dévastateur. Le voyou est projeté en arrière, entraînant Lin Yuqi et Lina qui sont touchés dans l'attaque indifférenciée. Son arme s'abat sur le sol, ponctuation violente de son attaque. Avec la menace immédiate neutralisée, Suchen scrute froidement la foule terrifiée et demande « Y en a-t-il d'autres ?» Les trois qui ont osé s'approcher gisent maintenant battus au sol. Leur espoir s'est mué en terreur. Lina et Lin Yuqi, meurtris et horrifiés, insistent maintenant pour ne rien avoir à voir avec l'intérieur de la chambre de Suchen. D'un regard glacial sans la moindre pitié, Suchen adresse son dernier ordre méprisant aux trois malmenés, alors dégagés. Pendant ce temps, dans le couloir à l'extérieur de son sanctuaire, le chaos de l'apocalypse se poursuit. Un homme appelle désespérément quelqu'un nommé Xiaoqian alors qu'elle est traînée. Depuis la sécurité de sa suite, Suchen observe les survivants désespérés dehors. Son expression est impénétrable, contemplant l'effondrement de la société d'un regard détaché. Il révèle alors l'un de ses atouts, une tourelle entièrement automatisée, de gros calibre. C'est un message clair que son avertissement précédent n'était pas une menace en l'air. Tenter de partir peut être aussi mortel que tenter d'entrer. Soudain, un nouveau bruit tranche le désespoir. Le mouvement distinct des chenilles lourdes d'un char annonce une arrivée inattendue. Un véhicule blindé, ses pneus transformés en chenilles et ses vitres isolées, apparaît devant l'hôtel.
Les survivants éclatent d'enthousiasme, convaincus qu'il s'agit d'une équipe de secours. À mesure que le véhicule se rapproche, les espoirs de la foule piégée s'envolent. Ils sont persuadés que l'aide est enfin arrivée et qu'ils vont être sauvés de la chaleur mortelle. Les portes du véhicule s'ouvrent et plusieurs silhouettes en tenue de protection complète, armées de fusils, en émergent. La conviction de la foule se confirme et un cri collectif de soulagement monte, on est sauvé. Cependant, le soldat en chef ignore les supplications de la foule. Il avance avec un objectif précis, demandant une personne en particulier, l'académicien Liu Zhengguo. Un homme âgé dans la foule s'identifie comme l'académicien. L'équipe de secours se précipite immédiatement pour l'extraire, provoquant la protestation en colère et l'incrédulité des autres survivants qui réalisent que le sauvetage n'est pas pour tous. Le soldat tente d'apaiser le mécontentement croissant, demandant à tout le monde de se calmer. Il les informe qu'une opération de secours plus large aura lieu demain matin et leur ordonne de se rendre par leurs propres moyens à Silicon Valley Plaza, le point de rassemblement le plus proche. La nouvelle d'un futur sauvetage apporte joie et soulagement à la plupart de la foule. Cependant, un homme, le gorille Gao Qiang, fixe la scène d'un regard sombre et insatisfait. Voyant sa chance d'évasion lui échapper, un homme riche et corpulent nommé Sun de Biao s'avance. Il tente d'acheter le soldat avec son statut et son argent, exigeant les combinaisons isolantes pour pouvoir partir immédiatement. Le soldat saisit Sun de Biao avec colère, le mettant en garde de ne pas entraver leur mission critique. Furieux, Sun de Biao ordonne à son subordonné Gao Qiang d'oublier la raison et de s'emparer des combinaisons par la force. Le soldat lève son fusil, prêt pour une confrontation. Il ordonne à son équipe de se préparer à battre en retraite, tandis que Gao Qiang et ses hommes restent campés, créant un face-à-face tendu. Alors que la situation menace d'exploser, Lin Yuqi, voyant une opportunité, se précipite vers le soldat. Pointant vers la suite de Suchen, elle rapporte frénétiquement qu'un meurtrier vit à l'étage. Les autres survivants se joignent rapidement à elle, validant son accusation. Ils disent au soldat que l'homme à l'étage a une arme, a déjà tué des gens et a failli les tuer aussi. Ils exigent collectivement que le soldat rende justice et ne laisse pas le meurtrier s'en tirer. Face à cette nouvelle complication, l'un des soldats, un jeune nommé Xiao Feng, prend une décision. Il dit à son supérieur de ne pas s'inquiéter, déclarant qu'il restera pour gérer la situation pendant que l'équipe principale évacue l'académicien. Un nouveau affrontement est désormais engagé. Sur son balcon, Suchen tient un fusil de sniper, les yeux fixés sur l'entrée. Il anticipe l'arrivée du soldat, déclarant calmement son intention de voir de quoi ce prétendu héros est vraiment capable. En bas, Lin Yuqi regarde avec un sourire malveillant. Ses yeux brillent de cupidité alors qu'elle fantasme sur le soldat tuant Suchen, la laissant libre de prendre sa suite luxueuse climatisée et d'attendre le sauvetage officiel confortablement. La scène se déplace vers le couloir silencieux et vide menant à la chambre de Suchen. Le calme avant la tempête est palpable tandis que des pas résonnent, signalant l'approche du soldat Xiao Feng. Xiao Feng avance prudemment le long du couloir, son fusil prêt. En tant que soldat entraîné, il progresse avec précaution, conscient qu'il s'engage dans une situation potentiellement hostile. À mesure qu'il s'approche, ses yeux s'écarquillent. Quelque chose l'a complètement surpris, un détail qui ne correspond pas à l'image d'un simple meurtrier. Il l'aperçoit, une petite caméra sphérique au voyant rouge, habilement dissimulée parmi les feuilles d'une plante en pot. Il comprend immédiatement qu'il est observé. Alors qu'il assimile la surveillance, la porte de la suite grince et s'entr'ouvre légèrement. C'est une invitation claire, ou peut-être un piège. Avant que Xiao Feng ne puisse réagir, un petit objet cylindrique est lancé depuis la chambre, heurtant le sol à ses pieds. Le soldat regarde en bas, choqué, des années d'entraînement lui criant le danger imminent. Mais il est déjà trop tard. L'appareil explose en un flash de lumière aveuglant, submergeant complètement les sens de Xiao Feng. Alors que l'éclair s'estompe, une épaisse fumée se répand. Xiao Feng reconnaît aussitôt le bruit et la sensation irritante. C'est une grenade lacrymogène. Les larmes coulent de ses yeux et il commence à tousser violemment, totalement neutralisé par l'assaut tactique inattendu. Avec les yeux brûlés et suffocants, Xiao Feng sent une silhouette sombre se pencher sur lui, brandissant une batte. Il réalise que la situation est grave et qu'il doit battre en retraite, mais il n'est pas en état de se défendre. La dernière chose qu'il voit est l'objet contondant descendant vers sa tête avant que tout ne devienne noir. La conscience de Xiao Feng revient en flou. Ses yeux picotent, et sa première sensation est celle d'une fraîcheur accablante. C'est un contraste choquant avec la chaleur mortelle extérieure. À mesure que sa vision se clarifie, il se retrouve dans la suite. Suchen se tient devant lui, tenant nonchalamment un verre et un fusil. Il se présente calmement comme Liu Xiaofeng, lieutenant-capitaine des forces spéciales, et déclare que maintenant qu'il est réveillé, il est temps de discuter. Xiaofeng se retrouve ligoté à une chaise, réduit à son short. Il est entouré de 2 blocs massifs de glace, et la pièce est agréablement fraîche. Il fixe, incrédule, exigeant de savoir qui est Suchen et comment un civil a pu se procurer la climatisation, de la glace et des armes de calibre militaire. Suchen répond d'un ton ridiculement détaché, prétendant n'être qu'un jeune diplômé qui a ramassé des fusils lors d'un voyage au Moyen-Orient. Xiaofeng raille ce mensonge évident, mais Suchen hausse simplement les épaules, disant qu'il n'y peut rien si on ne le croit pas. Changeant complètement de sujet, Suchen pose une question ciblée et très précise. Si le gouvernement a installé des points de secours où les citoyens doivent se rendre demain matin. Xiaofeng reste muet, abasourdi.
Cette information est classifiée. Son esprit vacille tandis qu'il laisse échapper la question qui le ronge. Comment le savez-vous? Su Shen pense en lui-même, confirmant que sa connaissance provient de sa vie antérieure. Il sait que malgré la baisse de température, la lumière lunaire reste létale, et que beaucoup mourront en chemin vers les points de secours, un détail sinistre que le gouvernement n'a pas prévu. Vaincu, Xiao Feng admet que le gouvernement n'a d'autre choix que de faire courir le risque aux gens. Puis, comme s'il saisissait une dernière corde, il suggère un conseil de survie. Utiliser des couvertures épaisses et de lourds manteaux pour l'isolation afin d'augmenter le taux de survie. Xiao Feng lève les yeux, choqué, alors que Su Shen confirme nonchalamment que sa théorie est correcte. Le fait que ce civil connaisse un détail salvateur, auquel même l'armée n'avait pas pensé, glace le soldat. Alors que Xiao Feng tente de comprendre comment cet homme en sait autant, sa réflexion est brutalement interrompue. Il sent la froideur dure d'un pistolet appuyé contre l'arrière de sa tête, et son sang se glace. Convaincu qu'il va mourir, l'instinct de survie de Xiao Feng cède devant son devoir de soldat. Il fait une dernière supplique, implorant Su Shen de lui laisser appeler son équipe pour leur dire l'astuce des couvertures avant qu'on appuie sur la détente, promettant qu'il n'appellera pas de renfort. Au lieu d'un coup de feu, Xiao Feng entend le silence tranchant d'un couteau. Les cordes qui liaient ses poignets sont coupées. Su Shen baisse l'arme. Xiao Feng est libre, mais totalement déconcerté par ce retournement. Il fixe son ravisseur, confus, tentant de comprendre ses motivations. Su Shen explique que s'il respecte le devoir de Xiao Feng en tant que soldat et ne le tuera pas cette fois, il n'acceptera pas de nouvelles provocations. Non découragé, Xiao Feng demande si Su Shen n'a pas peur qu'il appelle des renforts après son départ. Un sourire confiant joue sur les lèvres de Su Shen. Il dit simplement au soldat de lever les yeux et de voir la réponse par lui-même. Le regard de Xiao Feng se porte vers le plafond, où il aperçoit la tourelle automatisée qu'il avait entrevue sur le moniteur. Il reconnaît ses capacités avancées, caméra à reconnaissance faciale et mitrailleuse, et reste une fois de plus sans voix, se demandant où cet homme a obtenu une telle technologie. Su Shen répète nonchalamment son mensonge sur le Moyen-Orient, puis délivre sa dernière menace glaçante. Une fois la tourelle activée, personne dans la pièce à part lui ne survivra. Il baisse son arme, ajoutant que dans la situation apocalyptique actuelle, Xiao Feng n'a probablement ni le temps ni les moyens de s'occuper de lui de toute façon. Le soldat cède enfin. Se frottant les poignets libérés, il reconnaît la véracité des paroles de Su Shen. Il a perdu. Les survivants dehors observent, confus, Xiao Feng quittant l'hôtel et montant dans le véhicule. Il se demande pourquoi le soldat est parti si vite sans arrêter le meurtrier. Quelqu'un signale que ses armes ont été confisquées, les menant à une conclusion terrifiante. L'homme à l'étage est si puissant qu'un soldat des forces spéciales armées ne pouvait pas le maîtriser. Pendant ce temps, le puissant homme d'affaires Sun de Biao bouillonne de rage, furieux que l'occasion de s'échapper lui ait échappé. Il déverse sa colère sur ses propres hommes, battant violemment l'un d'eux pour son incapacité à agir et à s'emparer des combinaisons isolantes des soldats quand ils en ont eu l'occasion. Après avoir repoussé ses hommes d'un coup de pied, il s'en va en trombe. Un des voyous meurtris demande à leur chef, Gao Qiang, combien de temps ils doivent tolérer Su Shen. Gao Qiang, toujours pragmatique, insiste pour qu'il se tienne discret jusqu'à ce que les autorités rétablissent l'ordre, moment où il pourra user de ses relations. Observant cet échange depuis ses moniteurs, Su Shen laisse échapper un rire sombre et méprisant. L'idée que Gao Qiang rêve encore de restaurer l'ordre de l'ancien monde dans cette nouvelle réalité chaotique lui semble risible. Juste alors, Su Shen lui-même apparaît en bas des escaliers, surprenant les voyous. L'un d'eux devient immédiatement agressif, menaçant de tuer le petit punk, mais Gao Qiang le retient rapidement. Gao Qiang regarde Su Shen avec un mélange de surprise et de suspicion. Il demande prudemment pourquoi Su Shen a décidé de descendre pour les affronter. Avec un sourire confiant, Su Shen se dirige vers une table et verse négligemment un seau plein de glaçons scintillants. Il regarde Gao Qiang droit dans les yeux et annonce qu'il est là pour conclure un marché. Gao Qiang et ses hommes fixent la pile de glace, les yeux grands d'incrédulité et de désir intense. Dans l'enfer brûlant qu'est devenu le monde, ce luxe simple est le trésor le plus précieux imaginable. Sous la chaleur suffocante de l'apocalypse, le désespoir déborde. Un des voyous, le visage tordu par la cupidité et l'épuisement dû à la chaleur, réalise que l'homme dans l'autre pièce possède des glaçons. Sa pensée immédiate n'est pas seulement le soulagement, mais le meurtre et le vol. Cependant, ses ambitions violentes sont de courte durée. Le protagoniste, Su Shen, apparaît, calme et posé. Il désamorce la situation sans effort, pointant un fusil d'assaut moderne sur le voyou, qui lève aussitôt les mains en signe de reddition. Le chef du groupe, un homme nommé Gao Qiang, tente rapidement d'apaiser les choses. Avec un sourire forcé, il balaie l'explosion de son subordonné et essaie d'entamer une négociation avec Su Shen, espérant échanger contre la précieuse glace. Au moment où les hommes de Gao Qiang goûtent la glace, ils sont submergés de soulagement et d'émerveillement. La chaleur intense, mortelle, a fait d'un simple glaçon le trésor le plus précieux du monde. Alors qu'ils savourent la fraîcheur, leurs véritables intentions se dévoilent. Ils sont coincés depuis 3 jours, et le goût du répit alimente leur avidité. Ils se chuchotent qu'ils acceptent pour l'instant les exigences de Su Shen, mais complotent en secret de le tuer et de tout prendre dès qu'ils en auront l'occasion. L'alliance fragile vole immédiatement en éclats. L'un des voyous, les yeux rouges de rage, découvre que son chef, Gao Qiang, a secrètement mis de côté une partie de la glace pour lui-même. Il donne un coup de pied féroce à Gao Qiang,
l'accusant de trahison sournoise. Le voyou poursuit son assaut brutal, piétinant la main de Gao Qiang. Il le menace, précisant que s'il le trompe encore, il sera tué. Un gros plan montre le visage de l'attaquant, consumé par une fureur pure, ses yeux luisant de manière menaçante, symbolisant l'effondrement total de l'ordre et de la loyauté au sein du groupe. Pendant ce temps, dans une autre partie du bâtiment, un autre groupe de survivants souffre aussi. Un homme costaud à grosse moustache, Sun de Biao, savoure un glaçon tandis qu'une jeune femme aux cheveux roses s'accroupit, abattue, se lamentant qu'ils n'ont plus de nourriture et vont bientôt mourir de faim. Sun de Biao tourne son attention vers la femme aux cheveux roses, Zhang Xiaoqian, la raillant de rester habillée malgré la chaleur oppressante. Sa moquerie se transforme en menace lorsqu'il lui attrape le poignet, déclarant qu'il a envie de s'amuser et lui ordonnant de le suivre. Zhang Xiaoqian réagit avec fureur, essayant de retirer son bras et disant au salaud de ne pas la toucher. Sa défiance ne fait qu'enrager Sun de Biao. Il déclare crûment qu'il fera ce qu'il veut d'elle sur place, et que ses hommes pourront passer ensuite. Alors qu'il parle, sa prise se resserre et ses vêtements commencent à se déchirer sous la force, exposant son épaule et sa poitrine. Une voix tranche la tension, disant à Sun de Biao qu'il est allé trop loin. Dans l'ombre, une silhouette aux yeux rouges luisants observe, intervenant dans l'agression. Surpris et enragé, Sun de Biao se retourne en trombe, criant à Gao Qiang de fermer sa gueule, se demandant s'il sait au moins à qui il s'adresse. La dynamique du pouvoir change clairement. Le visage de Sun de Biao se contorsionne en un grognement furieux alors qu'il se prépare à s'en prendre à celui qui a osé le défier. Tout à coup, le chaos monte d'un cran. Un autre homme, couvert de tatouages, a apparemment pris les choses en main, neutralisant l'un des voyous. Il se tient au-dessus du corps tombé, approuvant le sentiment de Suchen. Puisque c'est déjà le chaos, autant l'embrasser. L'homme tatoué, ayant affirmé sa domination par la violence, déclare que l'endroit est désormais sous son commandement. Il donne à chacun un ultimatum, soit se rendre au point de secours désigné, soit mourir ici. Depuis un balcon au-dessus, Suchen observe silencieusement la lutte de pouvoir violente qui se déroule en contrebas. Au premier plan, Zhang Xiaoqian regarde, le visage tendu et inquiet. Suchen réfléchit aux événements avec un détachement glaçant. Il songe que ses paroles ont accéléré l'inévitable, révélant sa connaissance d'une vie antérieure. Il sait que Zhang Xiaoqian était la chef originelle de ce groupe. Ses pensées dérivent vers les deux voyous qu'il a rencontrés plus tôt, désormais gisant morts sur le sol. Il se demande si leur opportunité de prendre le pouvoir viendra maintenant plutôt dans cette chronologie altérée. La scène passe à un simple plan du plafond, un moment de transition silencieux au milieu du chaos et des effusions de sang. La scène montre ensuite à quel point la situation est désespérée pour d'autres. Deux femmes, complètement trempées de sueur, sont à genoux, suppliant pour les glaçons dont elles ont entendu parler, promettant de tout faire pour juste en goûter un. La source de ce désespoir se révèle être Suchen, qui les observe d'en haut. Il verse calmement une grande quantité d'eau propre et précieuse sur sa tête, démonstration de l'immense richesse et du pouvoir qu'il détient dans ce nouveau monde suffocant. Voyant le désespoir des femmes, Suchen fait son offre. Il laisse tomber une grande bouteille d'eau précieuse, leur disant que si elles la veulent, elles doivent le suivre et faire tout ce qu'il demande. Les femmes la saisissent, désespérées. Pendant ce temps, le nouveau chef tatoué s'adresse à son groupe. Interrogé sur le point de secours, il déclare que dans cet apocalypse, la survie dépend de soi. Pendant qu'il parle, les deux femmes qui ont reçu l'eau sont déjà par terre, se battant pour la bouteille, montrant à quelle vitesse le désespoir effrite toute unité. Le nouveau chef discute de son plan avec le voyou aux longs cheveux. Il révèle sa stratégie cynique. Il emmène les autres survivants non par bonté, mais parce qu'il a besoin d'eux comme chair à canon, un plan qu'il attribue ironiquement à Suchen. L'horloge sonne minuit. Un nouveau jour commence, marquant un tournant lugubre pour les survivants. Les deux femmes, enveloppées de couvertures de fortune pour se protéger du soleil, se préparent à partir. Elles expriment leur soulagement de quitter enfin l'hôtel et rêvent de la nourriture qu'elles mangeront une fois arrivées au point de secours, inconscientes des horreurs qui les attendent. Leur départ est interrompu par le voyou aux longs cheveux. Il leur bloque le passage, leur reprochant avec colère d'essayer de partir alors que leur grand frère leur a donné toute l'eau glacée, qualifiant cela d'injustice. Sa colère vire à l'agression. Il rappelle à l'une des femmes qu'elle a promis de tout faire, puis déchire violemment son legging pendant qu'elle hurle de terreur. Le groupe sort enfin. Protégés par des couvertures blanches contre le soleil aveuglant, ils entament leur périlleux voyage, se plaignant déjà que la thésaurisation de Gao Qiang les a laissés sans nourriture ni eau. La sinistre réalité de leur choix s'impose. Rester à l'hôtel signifiait une mort certaine par soif, mais le trajet vers le point de secours n'est qu'une mince et désespérée chance de survie. Les survivants sont immédiatement frappés par des conditions infernales. La chaleur extérieure est bien plus intense qu'ils ne l'imaginaient. Même avec des planches attachées aux chaussures pour protection, la chaleur brûlante du bitume fissuré est insupportable. Un gros plan montre leurs chaussures de fortune qui lâchent. La chaleur intense du sol commence à charrier et brûler les planches de bois attachées à leurs pieds. L'inévitable se produit. L'un des survivants s'effondre, le visage figé par l'horreur pure tandis que la chaleur mortelle le submerge. Dans un spectacle macabre, le survivant tombé commence à fondre. Sa chair se liquéfie sous l'extrême température, devenant une mare grotesque et fumante sur l'asphalte pendant qu'un autre survivant regarde, horrifié. La victime fondante tend une main en train de se dissoudre, suppliant de l'aide tandis que le reste du groupe prend la fuite, l'abandonnant à son sort effroyable. Le calcul brutal de l'apocalypse se révèle.
Avec une personne qui crie et fond derrière eux, l'instinct unique est de courir. Il n'y a pas de temps pour se préoccuper des autres, même pas de la famille, quand sa propre vie est en jeu. La voix narrative est froide et claire. Dans l'Apocalypse, la première et seule règle est de survivre. La scène revient sur les corps des deux voyous morts plus tôt, leur peau maintenant carbonisée et fissurée par la chaleur, présageant une transformation terrible. L'horreur commence. Les yeux de l'un des voyous morts s'ouvrent soudain, brillant d'une lumière rouge intense et malveillante. Depuis son balcon, Suchen se remémore sa vie antérieure. Il a fait ce même trajet, et bien qu'il ne fasse qu'1 kilomètre, les pertes furent immenses. En bas, l'une des femmes à qui il a donné de l'eau l'appelle, la voix emplie de panique. Terrifiée, les deux femmes et le voyou aux longs cheveux se blottissent ensemble. Elle presse le voyou de rentrer avec elle, mais il refuse. Le voyou rit comme un maniaque de leur peur, demandant moqueusement s'ils ont peur des fantômes dans ce paysage urbain dévasté. Soudain, une monstrueuse main rouge aux griffes noires et acérées fracasse la vitre d'une voiture voisine. La source de l'horreur se révèle. Les deux voyous morts plus tôt se sont réanimés, leur corps brûlés et mutés, leurs yeux brillants de rouge. Ils sont devenus des démons de la sécheresse. L'un des hommes du nouveau chef recule, terrifié, hurlant que ces créatures sont des zombies. Le chef tatoué et ses hommes regardent, horrifiés. À mesure que les créatures s'approchent, ils sont paralysés par une question terrifiante. Que leur arrivera-t-il si ces choses mettent la main sur eux? N'aimant jamais risquer sa peau, le chef tatoué agit avec une brutalité décisive. Il attrape le subordonné le plus proche par le cou et le pousse directement sur le chemin des monstres, en hurlant « Pourquoi tu n'y vas pas voir ?» en utilisant son propre homme comme appât vivant. Le voyou poussé en avant est immédiatement saisi par l'un des démons de la sécheresse. Il hurle de douleur, non d'une morsure, mais de la chaleur cuisante irradiée par le corps du monstre, qui commence à le brûler au contact. Alors qu'il est en train d'être brûlé vif, le subordonné attrape son chef, le tatoué. Le chef recule, choqué et alarmé par la température corporelle impossible de son propre homme. Au milieu du chaos et des hurlements, une silhouette entre calmement en scène, c'est pas assuré et sans peur. C'est Suchen. Brandissant une grande épée, il se place devant les voyous terrifiés et leur ordonne de se pousser, se positionnant pour affronter de front les deux démons de la sécheresse. Le voyou aux longs cheveux regarde, incrédule, se demandant si cet homme a vraiment l'intention de combattre ces choses monstrueuses tout seul. Le chef tatoué, cependant, y voit une occasion perverse. Un sourire sinistre traverse son visage alors qu'il conçoit un nouveau plan. Laisser Suchen se battre et, espérant affaiblir les démons, ils tueront ensuite Suchen et s'empareront de toutes ses ressources. Imperturbable face à la menace, Suchen commence à sermonner les voyous ignorants. Il explique que dans cet apocalypse, les cadavres exposés au soleil mutent. Ce ne sont pas des zombies et ils ne propagent pas de virus, mais ressemblent plutôt aux démons de la sécheresse de la mythologie ancienne. Il conclut froidement son explication, affirmant que c'est pour cela qu'il les appelle démons de la sécheresse. Son savoir et son sang-froid tranchent avec la panique et la brutalité des autres survivants. Explication terminée, Suchen prend sa position, l'épée prête, se préparant à affronter les deux créatures monstrueuses et surchauffées. Il révèle alors une dernière et inquiétante information de sa vie antérieure. Ces démons de la sécheresse ne sont pas des bêtes sans esprit. Ils conservent en réalité certains souvenirs ou attachements de leurs vies antérieures, ce qui les rend encore plus imprévisibles et dangereux. Suchen se remémore les événements de sa vie antérieure. Un homme qu'il reconnaît a été tué par Gao Qiang, et la rancœur persistante l'a transformé en démon de la sécheresse. Devant lui se tient une autre de ces créatures. Il reconnaît le monstre, Wang Dae, devenu un démon de la sécheresse parce que Suchen l'avait tué. C'est une réunion alimentée par la haine d'une vie antérieure. Alors, pense Suchen, c'est l'opportunité qui aurait dû appartenir à Gao Qiang. Il décide de la saisir pour lui-même et se jette en avant. Les yeux déterminés, il réduit la distance, prêt à s'approprier le coup et le pouvoir qui l'accompagne. C'est sa chance de prendre de l'avance. Alors qu'il bondit en l'air, épée levée au-dessus du rugissant Wang Dae, Suchen déclare que l'opportunité de Gao Qiang est désormais à prendre. Du démon vaincu émerge un noyau cristallin violet lumineux. Suchen le reconnaît immédiatement comme la source d'une constitution surhumaine. Le démon de la sécheresse rugit de fureur, mais il est trop tard. Suchen sourit en coin, déclarant que le noyau cristallin lui appartient désormais. Il s'éloigne du combat, laissant les voyous restants affronter le démon de la sécheresse enragé et encore dangereux. Le reste, c'est pour vous, les gars, dit-il en se moquant. Tandis que Suchen s'éloigne nonchalamment, leur souhaitant bonne chance, Gao Qiang ne peut que regarder de rage, les dents serrées, obligé de nettoyer le désordre. L'un des voyous saisit un survivant affaibli, criant à cette ordure inutile de se relever et de se battre. La panique et le chaos éclatent parmi les voyous alors qu'ils sont submergés par la puissance féroce du démon de la sécheresse. L'un d'eux hurle, désespéré, ordonnant aux autres de saisir leurs armes et de tuer le monstre que Suchen leur a laissé. De retour en sécurité dans sa chambre, Suchen explique que, dans l'Apocalypse, ces rares noyaux cristallins se trouvent parfois dans les crânes des démons de la sécheresse et des bêtes mutantes. Il se souvient de la méthode d'absorption, nettoyer soigneusement le noyau cristallin, puis l'avaler directement. Sans hésiter, Suchen boit la mixture, avalant le cristal tout entier. Rien qu'en faisant cela, son corps peut absorber l'énergie du noyau cristallin. Ses yeux commencent à luire d'une lumière rouge menaçante. Un cri d'agonie s'échappe de ses lèvres tandis que son corps est secoué de douleur. La puissance le traverse, transformant son être. Il continue de hurler,
le visage déformé par l'agonie alors que la transformation s'intensifie, son corps se décomposant et se reconstruisant. Enfin, le processus s'achève et il s'effondre au sol, inconscient mais fondamentalement changé. Pendant ce temps, chez les voyous, la situation est critique. Le démon de la sécheresse a renversé leurs provisions et leur dernière source d'eau a disparu. L'un des voyous saisit une femme par la jambe, menaçant de lui trancher les jambes si elle tente de fuir. La captive, Lina, appelle le chef, frère Dao. Dans son désespoir, elle propose de révéler un moyen de se débarrasser de Suchen si on la laisse partir jusqu'au point de secours. Lina dévoile son plan, Zhang Xiaoqian est la fiancée de Suchen. S'il l'attaque à sa porte, il ouvrira, leur permettant de l'embusquer. Zhang Xiaoqian reste horrifié devant la trahison. Frère Dao accepte de coopérer mais formule d'abord une demande primitive. Il a faim et veut de la viande. Zhang Xiaoqian rétorque que la viande du frigo est depuis longtemps avariée, remettant sa raison en question. Le mot « viande » résonne d'une implication sombre. Alors que Sun de Biao sourit en coin, ses pensées tordues deviennent claires. Dans un monde sans nourriture, la définition de la viande s'est terriblement élargie. Sun de Biao tend un couteau à Zhang Xiaoqian, lui disant que le choix de la viande qu'ils mangeront lui revient, alors que sa supposée amie Lina est retenue captive. L'horrible implication éclaire l'esprit de Zhang Xiaoqian. Ses yeux s'écarquillent de terreur en réalisant qu'ils ont l'intention de commettre un acte de cannibalisme. Un silence tendu s'installe tandis que Zhang Xiaoqian fixe Lina, son esprit s'emballant face à un choix impossible. Sa main se referme sur le manche du grand couteau de cuisine. Une décision a été prise. Avec une poigne ferme, elle arme l'outil, ses jointures blanchies par la tension. Mais dans un retournement choquant, elle ne se retourne pas contre Lina, mais contre sa propre sœur, qui la supplie en criant qu'elles sont de la famille. Zhang Xiaoqian demande froidement ce qu'elle compte faire. Les yeux luisants d'un rouge démoniaque, Zhang Xiaoqian se moque de l'idée qu'elle soit sœur. Elle rappelle à la jeune fille que, quelques instants plus tôt, celle-ci avait proposé de l'utiliser comme appât. La trahison appelle la trahison. Zhang Xiaoqian lève le couteau, son visage marqué par la rage et la folie. Elle bondit en avant, poignardant sa propre sœur et criant qu'elle n'a personne d'autre qu'elle-même à blâmer pour ce qui arrive. Frère Dao et Sun de Biao regardent, pétrifiés, incapables de réagir face à cet acte brutal de sororicide. Zhang Xiaoqian rit, rejetant toute responsabilité sur sa victime. Elle se tient au-dessus du cadavre frais, riant de manière maniaque alors qu'elle sombre complètement dans la folie. Son visage se tord en un sourire terrifiant tandis qu'elle menace sa prochaine cible, Suchen. Elle jure qu'une fois rassasiée, elle viendra le chercher et lui boira le sang. Se remettant du choc, Sun de Biao ordonne à ses hommes de laisser Zhang Xiaoqian cuisiner la viande. Il raisonne qu'ils ont besoin de force pour affronter Suchen et leur rappelle que sans eau, ils ne survivront pas un jour de plus. Frère Dao, bien que visiblement bouleversé, serre les dents et accepte la sinistre réalité de leur situation. Mais en se retournant, il constate que Zhang Xiaoqian a disparu. Il hurle frénétiquement à ses hommes de la retrouver. Chez Suchen, la puissance du noyau cristallin s'éveille pleinement. Ses yeux s'embrasent d'une énergie flamboyante et brillante. Il s'accroupit, sentant la puissance brute affluer dans chaque fibre de son être, son corps entouré d'une aura puissante. Se relevant, Suchen évalue sa nouvelle capacité physique. Les lignes d'énergie lumineuse sur son torse témoignent de sa transformation, et il sent déjà que sa résistance à la chaleur s'est nettement améliorée. Il serre le poing, une onde de choc de puissance émanant du cou. Ses muscles et sa force ont augmenté de façon exponentielle. Alors qu'il s'habitue à son nouveau corps, son moniteur de sécurité s'allume. Il est surpris de voir une visiteuse, la femme aux cheveux roses d'en bas. Zhang Xiaoqian est arrivée à la porte de Suchen, la voyant comme son dernier espoir. Convaincue qu'elle a encore une carte à jouer, elle se prépare à plaider sa cause. Suchen ouvre la porte, son corps nouvellement transformé et à moitié nu révélé. Il demande calmement à la femme surprise si tout va bien. Stupéfaite par son apparence et sa musculature, Zhang Xiaoqian ne peut que rougir et bafouiller, complètement prise au dépourvu. Gênée par son apparition soudaine et son état de déshabillage, elle insulte instinctivement de vaurien et recule dans le couloir en criant des excuses. Cependant, fuir son seul refuge par panique est une erreur qu'elle ne peut se permettre. Suchen tousse, la regardant partir et réfléchissant à la situation embarrassante. Il se rappelle que les ressources sont limitées et qu'il ne peut accepter quelqu'un uniquement pour sa beauté. Il se souvient de sa vie antérieure. Cette femme, Duanya, est volontaire et a même travaillé avec Gao Qiang, ce qui le rend méfiant malgré l'entrée maladroite. Prenant conscience de son erreur, Zhang Xiaoqian se reprend et revient pour exposer correctement son cas. Elle énumère ses compétences précieuses. Elle est chef, diplômée brillante d'une université de médecine avec 3 ans d'expérience comme chirurgienne. Elle sait qu'elle doit prouver sa valeur pour rester dans un lieu disposant de ressources précieuses comme la glace et l'électricité. Suchen admet qu'avoir un médecin est une offre attirante, mais lui rappelle que les ressources sont rares. Sentant sa chance s'échapper, Zhang Xiaoqian devient désespéré, promettant de tout faire tant qu'il ne la mettra pas dehors. À l'entente de sa promesse de faire n'importe quoi, l'expression de Suchen s'adoucit en un sourire apparemment amical. Il accueille Mademoiselle Duan et lui dit de considérer cet endroit comme son chez elle. Zhang Xiaoqian est immédiatement troublé, réalisant qu'elle a peut-être parlé trop vite. Mais son air amical disparaît aussi vite qu'il est apparu. Il lui adresse un avertissement froid et sérieux.
Son unique choix est de se tenir correctement. Il y aura des conséquences si elle a des motifs cachés. Zhang Xiaoqian se soumet à son autorité. Elle détourne le regard, reconnaissant qu'elle comprend et ne doutant jamais de ses méthodes ni de sa détermination farouche. Avec le raccord scellé, les yeux de Su Shen brillent d'une lueur violette menaçante. Il donne sa première et choquante injonction. Très bien. Maintenant, enlevez vos vêtements. Complètement stupéfaite et horrifiée, Zhang Xiaoqian reste figée tandis que ses vêtements semblent se déchirer. Rougissante et troublée par cet ordre terrifiant, elle demande timidement si c'est l'heure de commencer. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.